Je me doutais pas qu'en lisant la presse, j'allais apprendre plein de choses. C'est quoi veilleur des médias? Tu as des jumelles là au quotidien où tu guettes ce qui se passe. Pour être un veilleur, oui, il faut avoir des jumelles quelque part, même si elles sont mentales. Il faut avoir cette curiosité d'aller chercher de l'information. Aller trouver la bonne information au bon endroit, ça n'a pas de prix. Surtout pour celui qui la reçoit. Celui qui est bien informé, c'est celui qui va bien décider. Et c'est celui qui va avoir un temps d'avance. Donc c'est celui qui va réussir. Et ainsi de suite. Partout, il y a une direction de la communication. Il y a un besoin de veille média. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi, sur mes concurrents, sur mon marché? Et j'ai besoin d'être averti très tôt, chaque matin, de ce qu'on a dit. C'est extrêmement chronophage. Après, tu te retrouves avec des migraines. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une vingtaine de quotidiens. Notre premier métier, c'est justement de collecter toutes ces sources d'informations. Le deuxième métier, c'est d'aller repérer les informations clés. Dans tout ce bruit. Comment est-ce qu'on peut rapidement aller chercher la bonne information dans l'exhaustivité des médias? Et c'est ce qui fait finalement notre expertise. Et notre dernier métier, c'est comment est-ce qu'on va te la diffuser pour que ce soit le plus digeste possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Fiofré, entrepreneur et expert de la veille médiatique, PDG et fondateur du groupe Veilleur des médias. Après 8 années passées chez Presse Index, puis Kantar Media News Intelligence, Fabrice décide en 2013 de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il crée Veilleur des médias avec une vision claire, implanter en Afrique de l'Ouest et centrale des solutions innovantes et dématérialisées de veille print, web, TV et radio, d'analyse médiatique et de gestion de la réputation. Un pari audacieux qui fera de son groupe un acteur pionnier et aujourd'hui incontournable de ce secteur. Engagé dans l'écosystème entrepreneurial, il contribue dès 2016 à la création de la French Tech Abidjan, dont il est toujours Community Lead. Il accompagne également de nombreuses personnalités et institutions dans leur stratégie de communication. Son travail est salué par le Grand Prix ASCOM 2023 du suivi et de l'analyse presse et web, puis par sa distinction comme chevalier de l'Ordre ivoirien du mérite de la communication en décembre 2023. Cette année, Veilleur des médias a célébré 10 ans de présence en Côte d'Ivoire, preuve d'un parcours construit avec constance, vision et impact. Aujourd'hui, Fabrice Fiofré est avec moi et vous pour partager son aventure entrepreneuriale, sa lecture des médias en Afrique, ses défis, ses réussites et ce qui continue de le motiver chaque jour. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Fabrice. Bonjour Edith. Alors je ne vais pas te dire comment tu vas parce que là tu as fait l'effort d'être là. J'ai fait un petit padel hier soir. Je me suis dit que ça va me mettre en forme. Malheureusement, c'était un peu difficile à la descente de l'avion. Ouais, mais bon, j'ai pas perdu. Tu peux expliquer c'est quoi le padel? Tout le monde ne maîtrise pas le padel. Hein. C'est un peu comme du tennis, mais pas vraiment du tennis en fait. Ouais, à l'origine, c'est un Mexicain qui est chez lui, qui veut reproduire un cours de tennis. Ok. Et sauf qu'il n'a pas la place, qu'il y a des murs autour. Et donc, il va adapter une sorte de terrain, il va inventer des règles, et puis il va jouer un peu comme ça. Et puis un jour, tu as un de ses amis espagnols qui arrive chez lui, qui voit ça, qui dit « Mais attends, sur les plages d'Espagne, ça va faire un carton. » Ouais. Et puis, il a embarqué le concept jusqu'à Marbella. Et le padel, ensuite, est devenu un sport dans les années 90 qui, en Espagne, est devenu une vraie religion. Okay. Un sport très, très, très social. Aujourd'hui, on a des vraies académies de padel en Espagne. Et j'en reviens tout juste. Je suis allé voir de mes propres yeux ce que c'était, que justement cette furie du padel. J'ai vu un truc incroyable. En fait, Fabrice, en dehors d'être PDG donc, de son entreprise Veilleur des médias, il est passionné de padel, c'est-à-dire qu'il respire le padel, il transpire le padel. Il a réussi, après avoir tenté à plusieurs reprises, hein, ça fait près d'un an, qu'il les a aidés. Viens jouer au padel, viens jouer au padel, viens. Et puis bon, finalement, mon époux et moi, Jaco Bleu, on est allé une nuit avec Muriel Aouré et son mari également pour jouer avec toi. Et c'était une très belle découverte. Franchement, c'est très physique. Peut-être à peu près comme le tennis, hein, mais vraiment physique aussi, quoi. Et on s'amuse.
C'est rigolo, c'est sympa. Il y a C'est beaucoup ça. de padel à Abidjan en plus et tout ça. Ouais, j'ai compté à peu près, même, je pense qu'il y a plus de 40 Ah terrains de ouais. padel aujourd'hui. Ouais. Et c'est assez impressionnant de voir l'essor de ce sport. D'abord, en Europe, c'est le sport numéro un en termes de croissance. Donc, c'est des millions aujourd'hui de personnes qui jouent au padel. C'est pas encore un sport olympique parce que c'est très pratiqué par les Espagnols et les Argentins. Et ensuite, bah, les autres pays sont à la traîne. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il y a un superbe engouement. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir des Ivoiriens venir. Alors, parfois, ils sont 6, Oui, 8, si. tu J'en vois, ai vu mais, également. mais ils vont prendre un terrain et Ouais, ils vont s'amuser. Ils vont ouais. juste se lancer la balle d'un côté ou de l'autre du filet. Et je trouve ça génial Ouais. parce que bah, ça prouve que c'est un sport qui attire, comme tu as dit, qui est ludique. On Mhm, s'amuse. mhm. euh, on- Et puis, c'est un sport aussi qui se mûrit dans Oui. le temps. Mhm. Aujourd'hui, le padel est passé sous la Fédération ivoirienne de tennis. Ok, d'accord. Et on aura, en tout cas en 2026, un deuxième tournoi FIP, donc de Mhm. la Fédération internationale de padel, à l'Hôtel Ivoire, organisé par Padel Magique, Ok. la première semaine d'avril. Et j'ai en exclusivité peut-être, Mhm, j'ai le jour de la finale, mhm. qui sera, je l'ai su ce matin, donc le samedi, la veille du dimanche de Pâques. Ok, Donc d'accord. venez nombreux le samedi, veille du dimanche de Pâques. Vous trouverez la Découvrir. date dans vos agendas. Voir les finales, dames et hommes, de ce fameux tournoi de padel international, dont on annonce des joueurs dans les 100 premiers mondiaux. Ah, c'est bien ça. Donc, et ils vont venir, parfois ils vont venir faire la paire avec un Ivoirien, une Mhm, Ivoirienne, mhm. et on va voir ce que ça donne. Ben, Mais on a hâte de voir. ouais, Et puis aussi, pour vous, ça serait une opportunité aussi de découvrir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'on peut avoir des préjugés en se disant non, c'est pour une certaine catégorie de personnes, c'est inaccessible et tout ça. Mais comme tu l'as dit, toutes les nationalités jouent. Après, bon, le montant, c'est à peu près les montants des salles de sport qu'on a l'habitude de voir ouais, c'est à aussi. peu près, on est sur 7500 francs par Pas personne à personne l'heure de à pointe. l'heure de pointe. Ok, Bon, d'accord. ça veut dire qu'on peut trouver des heures qui ne sont pas des heures de C'est pointe, ça. des heures creuses. Mhm, On sera plutôt autour de 20 000 francs de l'heure pour 4 c'est personnes. ça. Voilà, c'est Vous venez en groupe. En fait, ouais, c'est bien de venir en groupe c'est pour ça. vous détendre, jouer, rigoler. Franchement, c'était super intéressant. On s'est bien marré, on a couru, on a transpiré. Monsieur Bleu, il maîtrisait aussi, hein, tu es fort, Jacob Bleu. Il maîtrisait et tout ça, et donc c'était sympa. Et Et je me souviens oui. même plus du vainqueur, tellement on s'est bien Ouais, on amusé, s'était tu vois. c'est pas le plus important. C'est ça, en fait, tu vois. On a perdu, on a gagné. C'était chic. Est-ce que c'est dans ta veille média que tu as découvert le padel? Je vais te décevoir, mais non. Mhm. C'est quoi, depuis la Non, France? non, c'est d'abord parce que je suis un féru de sport. Ok. J'ai deux types de sports. Le sport que je vais voir devant la télé en tant que supporter. Parce que Et j'ai ça, failli dire, je te voyais que je te connaissais pas sportif avant le padel. ouais, ouais. Non, j'ai beaucoup joué au tennis, Mhm, surtout quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire en 2014. mhm, La première chose que j'ai fait, c'est essayer de trouver une activité sportive pour mes enfants. mhm. Et bah, j'ai vu rapidement que le tennis était un bon sport. Et en mettant mes enfants au tennis, à un moment donné, bah, je me suis dit, tiens, et moi Euh, Parce que, oui, ils sont jeunes, mais moi aussi, j'ai Et besoin moi, il d'entretenir faut que mon je fasse un corps. peu de Ouais, sport. ouais. Donc, j'ai refait un peu de tennis que j'avais abandonné depuis de nombreuses années. Ok. Et puis, un jour, bah, le padel arrive. En fait, tout ce qu'on a dit, cette effervescence, cette croissance de ce sport, je vois des images à la télévision. Canal+ commence à diffuser certaines compétitions. Et les premiers terrains de padel naissent à l'ITC. Euh, et C'était quand? ouais, c'était maintenant, il y a 4-5 ans, Ok. je pense. Mhm. Et À Ivoire Trade immédiatement, Center. à l'Ivoire Trade Center, Mhm. avec notre ami Hussein, et Mhm. je le contacte, mais viens jouer, Ouais. etc. Et là, rapidement, j'ai eu le coup de foudre pour ce sport. J'ai complètement arrêté le tennis. Et aujourd'hui, padel 2 fois par semaine, voire plus, si Mhm. affinité. Euh, voilà. Donc, ça rythme, en fait, tes journées d'entrepreneur, d'entrepreneur très actif, donc dans la veille média, Oui. avec veilleur des médias. Tu Ouais. es un veilleur. C'est quoi? Tu as des jumelles là au quotidien.
où tu guettes ce qui se passe dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout. C'est quoi veilleur des médias? Bah, d'abord, pour répondre, pour être un veilleur, oui, il faut avoir des jumelles quelque part, même si elles sont mentales. Il faut avoir cette curiosité d'aller chercher de l'information. Et je crois que c'est cette expertise-là, en fait, que j'ai développée et qui m'a passionné aussi, parce que aller trouver la bonne information au bon endroit, ben, ça n'a pas de prix, Mm. surtout pour celui qui la reçoit. Ouais. Donc, et c'est ça qui m'a passionné pendant des années. Lorsque je suis tombé dans la marmite de la veille médiatique, on était en 2006. Je revenais d'une très belle expérience de vie au Burkina Faso. Ok. J'y ai vécu 3 ans. Mhm. Et lorsque je découvre ce métier de la veille média, d'abord, c'est alimentaire. C'est pour nourrir ta petite famille. Et il faut se lever à 4 heures du matin, arriver au bureau à 5 heures. Il faut lire les journaux alors que tu as à peine bu un demi-café. Ouais. Faut être très vigilant. Il ne faut pas passer à côté d'une information capitale. Et là, tu lis tous les journaux possibles et inimaginables. Et rapidement, tu deviens une source d'informations et tu peux tenir la conversation avec n'importe qui. Ouais. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu lui demandes son domaine d'activité et tu es capable de le brancher sur Et tu as son des domaine données d'activité. là-dessus. Et tu es capable de commencer une conversation à partir d'un article que tu as lu dans son domaine d'activité. Ouais. Et donc, ça m'a permis de sociabiliser Oui, ça ouvre énormément, des portes. de réseauter Oui, oui. énormément. Et ce métier, ben, je l'ai exercé pendant 7 ans en France, dans l'entreprise Presse Index que tu as citée Mhm. tout à l'heure, en gravissant les échelons petit à petit. Donc d'abord en tant que veilleur, le vrai veilleur, celui qui se lève dans la nuit et qui va veiller. Et puis ensuite comme responsable de clientèle, responsable commercial. Et puis Presse Index a été racheté par un grand groupe, preuve que ça marchait bien et C'est ça. qu'il y avait de l'appétit pour ce secteur d'activité. Et puis après 7 mois dans ce grand groupe, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Ah, ok. Ah, t'as fait 7 mois. Ouais, chez Kantar, j'ai fait 7 mois. Mhm. C'était un plus grand groupe. Oui, c'est quand Presse Index a Ouais, été racheté ouais, par Kantar. absolument. Je quittais une entreprise familiale. Ouais, ouais. Où C'est on pas a la même assez- ambiance. bah Hein. non, c'est pas la même ambiance. Je me retrouve à la Défense. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé à un moment donné de monter ma propre structure, mais avec ma propre philosophie. Mhm. Finalement, qu'est-ce que j'ai retenu pendant toutes ces années où j'ai commencé par élaborer des veilles, des panoramas de presse pour les clients, où j'ai appris à les vendre aussi. Et qu'est-ce que je vais en faire de tout ce bagage? Et fort d'une première expérience au Burkina, qui s'est soldée par un échec entrepreneurial Mais extraordinaire. qu'est-ce qui t'a motivé à aller au Burkina? Ah, c'est que tu as quitté la France Ouais, pour j'ai aller quitté au la Burkina. France, j'ai pas fait d'études vraiment supérieures. Je me cherchais un petit peu et c'est le père d'un ami qui m'a proposé de voyager au Burkina pour pour relancer une association qui proposait des séjours de rupture à des jeunes en difficulté. Ok. Et j'avais plutôt la casquette éducateur spécialisé à l'époque. Mhm. Je me cherchais dans mes études et s'il y avait un truc que j'avais un diplôme d'éducateur et de directeur également de camp de vacances. Ok. Donc ça, j'avais au moins validé quelques petits trucs et l'approche éducative auprès de jeunes en difficulté, je la C'est quoi, les jeunes connaissais. des cités Ouais. Ouais, je la connaissais. J'ai travaillé 1 an à Mantes-la-Jolie dans un quartier difficile dans la banlieue parisienne. Et donc, c'était quelque chose qui m'intéressait. Là, on est en quelle année comme ça? On est en 2002. Ok. On est en 2002. J'arrive au Burkina en septembre 2002. Là, Ah, c'est période le mois tendue. Oui, oui. le mois où ben, on Il y a eu divise c'est ça, la Côte d'Ivoire la en Côte deux d'Ivoire en presque. deux. Coup d'État. Les frontières terrestres sont fermées. Ouais. On me déconseille d'ailleurs d'aller au
au Burkina. Et puis, moi, j'avais dit un oui franc. Mhm. Je voulais absolument connaître le continent africain. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Je ne savais pas quoi. Il fallait que je sache pourquoi il y avait cette petite étincelle qui me disait « va, pars ». Mhm. Bon, je suis parti. Et je dirais que l'humanité m'a rattrapé. Mhm. Je suis passé d'une société, tu as 22 ans, tu te cherches, tu as tous les avantages possibles et inimaginables. Si tu ne travailles pas, on te donne du chômage. Si tu es malade, on te donne une sécurité sociale. Si tu es à la retraite, on Des s'occupe de allocations. toi. Et là, je découvre un pays qui me touche profondément. D'abord, dans sa pauvreté Mhm. économique, Mhm. mais dans sa richesse humaine. Je découvre des hommes et des femmes vrais. Ouais. Autour d'un simple thé, tu arrives à apprendre des choses, à te socialiser, à comprendre l'autre. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Comme un nouveau départ. Ouais. Et je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire. Et tout de suite, je me suis senti utile. D'ailleurs, tu sais, ce sentiment De pouvoir apporter d'utilité, quelque oui, chose. Ouais. d'apporter ta pierre, alors aussi petite soit-elle, hein, Mm. mais tiens, je peux faire quelque chose. Ouais. Et ça va servir à des personnes. Et voilà comment je décide de rester au Burkina, de m'installer, de prendre un jour. J'ai dit à mes parents, je vais prendre un aller simple. Je me souviendrai. Ah, tu t'es retourné en France? Ouais, je faisais des allers-retours. Ok. Je savais pas encore. Puis j'ai rencontré quelqu'un aussi. Ouais, il a rencontré sa femme au Burkina. Ça a aidé, hein? Ouais, bien Voilà. sûr, à l'intégration. Voilà, tout à fait. Comment vous êtes rencontrés? Par hasard, chez elle en plus, Ok. chez ses grands-parents. Elle, coincée, puisqu'elle travaillait en Côte d'Ivoire, Ok, d'accord. et donc frontière fermée, elle ne peut pas rentrer. Ouais, Le seul moyen de rentrer, c'est l'avion, et elle n'a pas les moyens, ouais, que c'était par la route. ouais. Et le père de cette amie avait fait récemment sa connaissance. Il partait à un mariage. Il m'a dit, tiens, on va aller chercher Jimmy. Mhm. Voilà, bon, j'accompagne. Sauf que je rentre dans la cour et je salue Jimmy. Je lui serre C'est la un nom main. de code, n'est-ce pas, le vrai Voilà. nom de madame? Ouais, je lui serre sa main. Uh-huh. Et puis, quelques jours plus tard... Quoi, c'est le coup de foudre en même temps, quoi? Ah ouais? Ouais. Je salue Jimmy, Ouais. entre guillemets. Ouais. C'était super. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Sa grâce, sa beauté, son écoute, sa disponibilité, et puis son envie de construire quelque chose de sérieux aussi. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt c'était des amourettes, c'était ouais. Et bizarrement, il y a eu ce feeling que tu vois, tu sais que c'est elle. Ouais. Donc, puis après, 3 filles quand même. Hein, Ah oui, quand même, ça a enchaîné. Hein. Voilà. Vous savez quel âge à ce moment quand vous êtes rencontrés? On a, c'est ça, moi j'ai 22. Ah crois. ouais, vous étiez jeune, hein? Ouais, on était. Ah ouais. C'est pour ça, on a fait, ouais. Elle avait quel âge? Elle avait 2 ans de moins que moi. Uh-huh. Voilà. Vous étiez jeune. Ouais. Vous étiez prêt déjà à prendre des responsabilités en devenant déjà marié, femme et parent? C'est arrivé naturellement. Ouais. Je pense qu'on avait besoin de trouver rapidement notre âme sœur. Il y en a qui mettent beaucoup de temps, et puis il y en a qui trouvent assez rapidement. Ça ne se discute pas, ça vient naturellement et tout. Ouais. Non, c'est une très belle histoire. On a eu notre première fille au Burkina, notre deuxième en France et notre troisième en Côte d'Ivoire. Vous avez fait les 3 pays, quoi. Voilà, c'est ça. France et Burkina, France et puis Côte d'Ivoire. Ça, c'est fort. Donc, c'est quoi? C'est 3 nationalités différentes ou comment ça se passe? Alors, elles sont toutes les 3 françaises et ivoiriennes. Ok, d'accord. La double nationalité. Ouais. Voilà. Et donc, le Burkina, tu le fais pendant 3 ans. Ouais, 3 ans, 2002, 2005, à peu près. C'est ça. Là-bas, je fais plein de choses. Je monte d'abord, la première chose, c'est que je monte une association pour les jeunes. Ok. Pour l'éducation pour tous.
Je suis très attiré par le fait de mettre tous les enfants à l'école. C'est pas normal qu'un enfant traîne dans Oui, la rue. bien sûr. C'est pas normal qu'une jeune fille ait moins d'avantages qu'un jeune garçon. Ouais. Donc déjà, on va travailler pour mettre tous les enfants à l'école, aussi bien les garçons que les filles, et si possible gratuitement. Mhm. Bon, mais t'es dans une... donc j'étais à Bobo-Dioulasso, OK. et, et tu te lances là-dedans, mais en fait, tu peux à peine jeter un petit caillou dans l'eau. C'est-à-dire que tu as des grandes idées, mais comment les mettre en application? Il faut les moyens, Il faut des moyens. il faut le réseau. Oui, et puis il faut aussi être entendu. Ouais, il faut que les gens Et comprennent il faut aussi. avoir la volonté d'être entendu. Mhm. Il faut que celui qui est en face de toi ait envie de t'accompagner. Ouais. Mais s'il n'a pas envie, c'est là où je me suis vite confronté finalement à un mur qui était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Ouais. Mais bon, on a apporté notre pierre dans le petit quartier. Au Mhm. moins, on a fait une association de quartier. Ouais. Voilà, et j'en garde une superbe expérience. On a monté une auberge, OK. un restaurant à l'époque. Jimmy, Comment ça s'appelait? le Jama. Le Cham. Le Jama. Le Jama. Jama, ça veut dire le monde en Djoula. OK, d'accord. Jama. Ouais, le OK, Jama. d'accord. Et qu'est-ce qu'on mangeait là-bas? Ah ben, on a changé plusieurs fois la carte. Mais on mangeait aussi bien poulet, poisson, pizza, Mhm. burger. Ouais, on était en avance. Hein, Ouais. Et puis, je faisais des petits films aussi. OK. Ouais, j'avais déjà cette petite casquette de la production audiovisuelle Mhm. avec nos amis des Bobo Diouf. Ah, OK. Ouais. Tu as travaillé avec J'ai eux? travaillé avec eux, ils étaient au chômage Oh. et ils avaient été même virés à l'époque. Il y avait- Après la série? Ouais, Ah ouais. il y a eu Ils avaient été en fait, virés après ouais, la série. il y a eu des Comment Bobo ça? Diouf 2 sans les acteurs Mais originels ça, j'ai pas vu des ça Bobo après. Diouf. Ouais, si. C'est pour ça que ça fait un flop parce que je les ai Oui, pas vus après. oui, et après ils sont revenus. OK, d'accord. Ouais. Ah, Ouais. quand ça n'a pas marché, quand ça n'a pas marché, on a dit bon, en fait, c'est peut-être vous en fait qu'on devait garder, mais on n'était plus trop sûr. C'est ça, c'est ça. Et donc, je faisais des courts-métrages Mhm, avec certains d'entre eux. mhm. On est allé au marché du film, au FESPACO, et on a vendu des films sur TV5 Monde. OK. Donc, j'ai quelques films qui sont passés, 5 courts-métrages. sur Avec les Bobo Diouf, avec certains des Bobo avec Diouf. certains des acteurs des Bobo Diouf. OK, d'accord. Et ils sont donc 5 des 6 films que j'ai faits ont été diffusés sur TV5 Monde. C'était quoi? C'était des courts-métrages, comédies, Comédie, OK, d'accord. principalement. Mhm. Ouais, voilà, avec des petits scénarios que Mais on je n'ai pas vu ça, écrivait. on trouve ça Ah ouais? sur YouTube. On en trouve, ouais, certainement, ouais. Ah, OK. Ouais, faudrait que je regarde, ouais. Tu me trouveras un titre, je vais aller Ouais, regarder. avec grand plaisir. Je vous mettrai ça en commentaire Ouais. aussi, mes très chers abonnés que j'adore. Je vous ai pas dit bonjour, bonsoir. Je suis toujours ravie de vous retrouver et de vous amener un invité ou une invitée de qualité, comme je sais le faire, et vous apprécier. Et ça se voit aussi dans les commentaires. Je vous demande à chaque fois, bien sûr, de laisser une question, un témoignage. Si vous connaissez Fabrice, si vous avez travaillé avec lui, si vous avez collaboré avec lui, juste échangé avec lui lors d'une soirée de réseautage, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et bien sûr à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, vous regardez mais vous n'êtes pas encore abonné. Donc c'est le moment de vous abonner. Allez, prenez le temps, cliquez. Voilà, vous êtes abonné. Alors moi je continue avec Fabrice. On est là en ce moment au Burkina avec les courts-métrages Bobo Diouf. Quand tu parles du Burkina, je pense au poulet fumé à l'ail, poulet à l'ail et puis au riz soumara. J'ai envie de manger tout de suite un riz soumara et poulet à l'ail parce que franchement, le Burkina, mes très chers amis du Burkina, frères et sœurs du Burkina, j'adore la manière dont vous faites vos poulets. C'est magnifique, c'est magique. Franchement, c'était mon coup de cœur. Voilà. On continue. Le riz Sumbala sur Ah, la route non. de Bama. Au kilomètre 12 à droite, sous le manguier. Vous connaissez, vous mettez la référence, voilà, parce que franchement, c'est trop bon. Bon, on quitte la gastronomie. Donc, on est toujours au Burkina. Ouais. Tu es avec ta famille. Ouais, Tu as ta c'est ça. première fille. Ouais.
vous êtes dans la restauration, Ouais. tu es dans la production audiovisuelle. Oui. On va dire que tu te cherches encore. Je me cherche encore, ouais, parce que les fins de mois sont difficiles. Ouais. Euh, Parce que là, il n'y avait pas forcément d'entrée d'argent. Donc, Aucune. tu vivais aussi un peu sur les allocations, chômage et ouais, tout ça. oui. Alors, oui, mais avec la particularité de le jour où j'ai ouvert le restaurant, Mhm. j'ai dit stop. Ok. Je veux plus d'aide. Ok. Maintenant, je me débrouille. Je suis un grand garçon. Ouais. Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps, cette période où j'étais un peu, entre guillemets, assisté. Mhm. Non, j'ai vite fait les choses. Et à partir du moment où j'ouvre le restaurant, je Mhm. considère que là, il faut que je me débrouille tout seul. Ouais. Et je découvre ce que c'est que d'être un restaurateur. J'en avais aucune idée. Alors, grand respect à tous les restaurateurs du monde. Respect. J'ai découvert ce que c'était que d'aller faire les courses très tôt le matin au marché. Donc, Ouais. imagine le petit blanc au marché de Bobo De Dioulasso, Bobo Dioulasso. Dis, mais acheter lui, des tomates. c'est quel tout babou ça là? Il vient faire quoi Exactement. ici? Hein. Donc, à tel point même que je parlais de Joula. Hein. Ah, mais quand tu vas Non, faire... mais c'est pas mais- parler. Tu vois, j'allais au marché, j'achetais mes tomates en Joula, ma viande de bœuf, tout, Mhm. hein, voilà. Et je revenais, je croisais un ami, machin, on s'arrêtait, on buvait une bière. Hein. On était dans je dirais, une insouciance, Mhm. parfois une liberté Ouais. extraordinaire qu'on ne retrouvera peut-être certainement jamais, mais c'était pour moi presque les plus belles années de ma vie. Ouais. Et ce sont des années d'apprentissage. C'est des années où, justement, quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur Bien d'entreprendre. sûr. On a le droit d'échouer. D'essayer. Voilà. Ouais. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et pour moi, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je ne trouvais pas le bon concept en termes de restauration. Quand tu vends un film, tu travailles Pas très sûr que- longtemps oui. sur le film et C'est pas tout de suite que tu es payé, c'est pas surtout tout de avec les suite qu'on est chaînes de payé. télé. Et c'est surtout qu'on n'est pas bien payé du tout. Ah ouais. Donc, c'est même catastrophique. Mais au moins, on avait un petit quelque chose. Ouais. Bon, mais ça ne nous payait pas. Ouais. C'était vraiment, ça nous indemnisait quelques petits trucs, mais ça ne nous payait pas. Donc, à la fin du mois, tu te retrouves père de famille et tu te mets dans la poche 30 000 francs. Ah, dans tout, Ouais, j'ai tout- vécu ça. dans tout ce que vous Ouais. faisiez pour la Ouais. restauration et tout, Ouais. quand vous avez fini de faire les comptes là, Ouais, je me suis mis 30 30 000. 000 francs. Ouais. Ah ouais. Comment on vient à 30 000 Bah, nous, l'avantage, c'est qu'on avait un restaurant. Donc, Ouais, donc- on dormait sur place, C'est ça. on mangeait sur place. Le restaurant payait l'essence. Ouais, À partir de là, qu'est-ce qui te reste à la fin du mois? ouais. Voilà, on a vécu ça. Donc, mais heureusement que j'ai vécu ça. Ouais. Ça t'a forgé. Ça m'a forgé. Et à un moment donné, bah, tu te poses des questions. Tu te dis, ma fille, quel avenir j'ai envie de lui proposer? Soit on continue, et ça va être difficile. Mhm. Soit je comprends que j'ai pas toutes les armes avec moi. Mhm. J'ai la chance d'être français, Mhm. donc d'avoir une bonne éducation, d'avoir Mhm. une bonne scolarité. Est-ce que je vais pas aller me chercher un peu chez moi? Mhm. Puis on va voir. Mhm. Et c'est comme ça que je décide, moi seul, Ouais. de rentrer avec la petite famille Ok. en France et de me stabiliser. Vous êtes rentré sur Paris ou bien vous êtes allé en région parisienne, oui. En région parisienne. On était en région parisienne et je cherchais un boulot. Mhm. C'était compliqué parce que j'ai un trou dans Oui, mon un CV. gros trou. Oui, J'ai c'est- un gros un trou gros de trou, 3 ans ouais. Mhm. où je ne peux pas expliquer vraiment ce que je suis allé faire. C'est ça. Tu l'expliques avec du recul. Mais sur place, tu as du mal. J'ai pas de diplôme universitaire. Mhm. J'ai tout arrêté en cours de route. Mhm. Ça me plaisait pas. Ouais. Les études, ça m'a jamais plu. Donc, et j'ai la chance d'avoir ce poste chez Presse Index, donc dans la veille média, Ok. que j'ai obtenu sur un joli mensonge. Ouais. Explique. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Alors, j'arrive à l'entretien d'embauche et c'était même pas un entretien. On m'expliquait ce que j'allais faire. Oh, ils avaient besoin Ah ouais. de ton profil. Ah oui. Non, ils avaient besoin de moi. Ouais. Bon, ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite opérationnel. Bon. Et on m'explique ce qui va m'attendre. Je dis, OK, ouais, mais ça a l'air vraiment très intéressant et ça m'intéresse. Mhm. OK. OK, Fabrice, tu vas commencer à 5 heures du matin.
est-ce que tu as une voiture? Parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour arriver à 5 heures du matin à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Billancourt, ouais, Ouais. dans le 92. Donc vraiment Ouais. juste à côté de Paris. Et là, je réponds, mais oui, j'ai une voiture. Alors que tu viens d'arriver, t'as même pas une voiture. Je n'ai rien. Ouais. Voilà. Je me dis dans ma tête, bon, ça me laisse. De toute façon, je ne vais pas commencer tout de suite. Je vais voir comment je peux trouver une voiture. Bon. Et puis, bon, on me dit, bah, c'est bien, Fabrice, tu commences lundi. Quel crédit tu vas prendre pour acheter une voiture? Voilà. Bon, bah, c'est là où l'amour des parents est plus Ah fort ouais, que tout. ouais. J'appelle papa, je lui dis, écoute, papa, c'est bon, j'ai décroché un poste. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, j'ai le poste. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais te piquer ta voiture pour aller travailler. C'est tout. Sauf ton fils. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la voiture de maman. Ah, Ouais. ok. Et puis, bah, voilà. C'était quelle marque? Ah, c'était une petite Saxo. Ouais. Tu sais, c'était une toute petite voiture. Maximum vitesse. Ça allait pas très vite, mais c'est pas grave. Ça m'a amené là où je C'est voulais important aller. d'arriver un point A à un point Voilà, B. exactement. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à 5 heures du matin. Il fallait arriver à 5 heures. Tu te lèves à quelle heure? 00, 4 heures. Ah ouais. 4 heures, oui. Oui, parce que je prends un petit déjeuner. Ouais. Très important. Tu Mais n'oublies pas. je tiens à prendre un petit déjeuner, à avoir des forces Ouais. tous les matins avant d'aller travailler. Donc 4 heures du matin. Ouais, 4 heures. Le temps de se doucher, de manger un petit truc et de prendre la C'était route. combien d'heures de route? Non, c'était... Peut-être Bah, une vingtaine de minutes? ouais, c'est ça. Bon, ça On va. va dire 25 minutes à l'aller et 45 au retour Ok. avec la circulation. Ouais. Donc, c'était un peu fluide, hein. 4 heures, 4 heures et demie. Ouais, ouais. C'est assez fluide pour partir au travail. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est mes premières expériences. Et c'est un métier qui m'a tout de suite, comme je te disais, qui m'a Ça t'a plu tout de suite? passionné. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Je me doutais pas qu'en lisant la presse, Mhm. j'allais non pas devenir intellectuel, Mhm. non, mais j'allais apprendre plein de choses Oui, tous mais les ça, jours. ça enrichit intellectuellement. L'actualité change tous les L'actualité, jours. oui. Et en plus, on te donne un portefeuille de clients Mhm. pour lequel tu vas devoir aller lire la presse comme si tu étais à leur place. Ouais. Donc, il y a ce petit travail d'enquête, de détective, tu Mhm. vois, pour aller trouver les bonnes informations. Et lorsque tu trouves des bonnes informations, c'est comme si tu avais résolu ton enquête, mais sauf que tu le fais tous les jours. C'est ça. Et tous les jours, l'actualité change et on recommence. Et alors ça, c'est 5 heures du matin. Mais le client, il attend le résultat de sa veille Quand à 9 heures? à 7h30, 8h. Ah, 7h30. Ah oui. Ah ouais. Donc, il faut produire des articles et il faut être prêt à envoyer sur le bouton à l'heure, parce que l'heure est contractuelle dans la veille média. Si tu restes pas à l'heure, Si tu respectes pas l'heure, bah, tu respectes pas le contrat que tu as passé avec ton client. ouais. Donc, on avait une pression à un moment donné pour envoyer à l'heure. Donc entre 5h et 6h, à 6h max, tu dois avoir terminé à 6h30. Alors, à 6 heures, il faut avoir terminé de lire au moins tous les journaux. Tu prends des notes. On est une équipe, donc on va produire les articles ensemble. Mhm. Tiens, est-ce que je peux t'aider parce que je suis un peu en avance? En France, on a 6000 titres de presse. 6000. 6000 titres de presse en prenant les quotidiens, les hebdos, les magazines, tout. Alors, inutile de te Ça, dire c'était que avant comment on dit, le tsunami de la presse en ligne. avant le tsunami de la presse en ligne. Ouais. Mais nous, on traitait les quotidiens Mhm. d'information. Mhm. Et tout ce qui était magazine hebdomadaire était traité par des lecteurs externes Ok. à l'entreprise. Ça Ok. pouvait être des étudiants à Madagascar qui pouvaient traiter certaines sources d'informations pour nous. Mhm. Nous, ce qui comptait, c'était les journaux de la presse nationale quotidienne. Mhm. Et donc, on prenait des notes et on structurait nos revues de presse Mhm. pour que le client les reçoive à partir de 7h30. Entre 7h30 et 9h, voilà, on avait nos vagues d'envoi. Après, entre 9h et 11h, on produisait des articles, soit pour le lendemain, qui étaient un petit peu moins pressés, où on avait des clients d'ailleurs qui attendaient plutôt leur revue de presse en fin de matinée. On avait aussi des notes de synthèse à Mhm. réaliser. À l'époque, on n'avait pas d'intelligence artificielle, il fallait Ouais. le faire avec son cerveau. Ouais. Il fallait lire les articles, les résumer et les synthétiser. Ouais. Ça, j'en ai fait des heures sup.
J'étais très volontaire pour les heures sup. Hein. Ouais. J'étais, Parce que j'étais rémunéré pour les heures sup aussi. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est pour ça que j'étais très volontaire. Faut combler le vide. C'était payé. Mmh. Ouais. Et l'après-midi, donc je rentrais, je faisais la sieste avec ma fille. Mhm. Donc, tu rentrais tôt, en fait. Ouais, je rentrais, il était 13h. 13h. Ouais. Ah ouais. C'est un avantage aussi, mine de rien. C'est bien, hein? Ouais, tu Donc- commences à donc je déjeunais. 5h. Ouais, je déjeunais et je racontais l'histoire à ma fille aînée Mhm. et je m'endormais presque avant elle à l'heure de la sieste. Ouais. Et je dormais avec elle, Mhm. dans son lit. Mhm. Je me réveillais avant elle, par Mhm. contre. Je l'emmenais au parc. Top, j'ai vécu des moments privilégiés avec ma fille aînée. Ouais. Et j'enchaînais sur un deuxième boulot. Ah. Ouais. Ah, tu devais faire 2 boulots. Ah oui, parce que c'était pas très bien payé. Ah ouais. J'enchaînais avec un deuxième boulot. Et Donc, tu démarrais à quelle heure comme ça? 16h30. Ah ouais. Ouais, jusqu'à C'est 18h30. pas du jeu, hein? Ah non, c'est pas du jeu. Hein. Paris, c'est pas du jeu. Mais, tiens. Moi, je me disais, non, bon, tu as ce job de veilleur là-bas, tu es tranquille, tu rentres à 13h, tu profites de ta Ah fille, non. tu l'accompagnes au parc, après tu t'endors, T'enchaînes, c'est fini, tu te reposes. Ah ouais, 16h30 quoi. tu bosses. Ça, c'est une routine de dingue. Tu bosses. Tu faisais quoi en Je deuxième faisais de la boulot? surveillance d'études dans les écoles. Ah ouais, là, c'est compliqué. Ah ouais. Les adolescents, Ouais. compliqué. Ouais, je faisais ça. Jusqu'à... tu sais, en fait, chaque enfant t'apporte quelque chose de différent dans la vie. Mhm. Et chaque enfant ouvre des étapes de ta vie. Ouais. Et moi, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que la première, c'était le Burkina. C'était la découverte, l'entrepreneuriat. La deuxième, ça a été la stabilité. Mhm. C'est-à-dire que je suis passé, donc, j'ai changé d'horaire. Je suis passé plutôt à, ça y est, je peux venir à 9h travailler. Parce que Ah, tu n'avais plus besoin de venir voilà, à 5h. Au bout de 2 ans, on m'a Ok. fait confiance pour Ok. me donner le portefeuille des grands comptes de l'entreprise pour les fidéliser. Ok. Et pour fidéliser ce parc client qui a beaucoup grossi dans cette start-up Mhm. et leur proposer les solutions additionnelles. Ils ont souscrit à une prestation, mais peut-être qu'ils doivent souscrire à d'autres prestations. Mhm. Donc ça, c'était mon job de surveiller les dates de renouvellement de contrat, Ouais. etc. Et donc, c'était une création de poste. J'ai postulé en interne et j'ai eu le job. Donc, passage en horaire de jour. Et le salaire 9h, augmente 18h. aussi, Et là, enfin, on arrive sur un salaire un peu plus qui confortable. permet de prendre C'est un peu ça. plus de camembert, Exactement. de bien Ouais, manger. Tout à fait. Voilà. d'acheter Ça y est, des on choses. arrive sur un salaire raisonnable Ouais. avec un petit variable. Mhm. Donc, toujours quelque chose à aller chercher. Ouais. Et encore, donc ça, j'ai fait 2 ans. Et 2 ans plus tard, responsable commercial. Ok. Donc là, on me demande de vendre les prestations. Ok. Toi, tu faisais plus de veille à ce moment-là. Ouais, Tu Ouais. vendais les prestations. absolument. Mais comme je les connaissais par cœur, je savais exactement le métier et que j'avais l'amour du métier, Mhm. je pense que j'étais assez convaincant. Ouais. Et là, c'était pareil, c'était un gros variable. On est passé d'un petit variable à un gros Il y a variable de grosses commissions. avec des grosses commissions. Et là, quand tu es bosseur, ça paye. Ouais. Ça paye. Et du coup, tu n'avais plus ton deuxième boulot. Ah ben non, Tu pouvais plus, j'avais là. plus besoin. Mais c'est surtout que je n'avais plus besoin. Ouais, ouais. Et ça y est, j'étais rentré, j'avais changé de véhicule aussi. Ah, finalement. Ah oui, quand tu gagnes ta vie, ça Ben y est, voilà. hein. En Tu peux plus, faire un petit crédit. Ben oui. Voilà, un peu de comment on dit, leasing. comment on dit, Voilà. tu es plus intéressant pour la banque. Exactement. Voilà, donc là, on change, on change de tout. On change d'appart, de Mhm. voiture. Et tu commences à avoir une sécurité Ouais. à la fin du mois, mais tu es salarié. Ouais. Tu attends la fin du mois pour avoir ton salaire. Mhm. Mais c'est en fonction de ton travail quand même que tu vas être rémunéré. C'est ça. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui répond très bien aux défis. Tu aimes les challenges. J'aime les challenges. Ouais. Donc, quand Tu on te t'ennuies dit- vite aussi, non? Ah oui, Mm. extrêmement vite, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà comment je grandis dans cet univers de la veille média. Et, C'était qui tes clients, vos plus grands clients, ou les clients qui t'ont le plus marqué? J'ai-
Chez Presse Index et puis ensuite Kantar. J'avais par exemple la Banque Populaire, j'avais Mondial Assistance, j'avais un réassureur Score, moi j'étais plutôt assurance, banque, BNP Paribas, qui a été longtemps un de mes clients. J'avais également des Sanofi, des Biomérieux. C'est ça. Donc tous les grands comptes en fait étaient clients. En fait, c'est simple. Partout où il y a une direction de la communication, il y a un besoin de veille média. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi, sur mes concurrents, sur mon marché? Et j'ai besoin d'être averti très tôt, chaque matin, de ce qu'on a dit sur moi, mes concurrents, mon secteur d'activité. Et non seulement j'en ai besoin, moi, en tant que direction de la communication, mais je dois mettre tous mes collègues... Et le CODIR aussi. Le CODIR au même niveau d'information. Tu es le directeur général, tu as besoin de recevoir de l'information sur ton secteur. Tu es directeur commercial, si tu ne sais pas ce que tes concurrents font, ça pose problème. Tu navigues à vue. Si tu es RH, tu as besoin de comprendre l'environnement de ton secteur, même pour prendre les bons profils. Donc, tu as besoin de t'acculturer à ton secteur d'activité. La meilleure méthode pour s'acculturer, c'est de lire son panorama de presse tous les jours. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis passionné pour ce métier, parce que celui qui est bien informé, c'est celui qui va bien décider. Et c'est celui qui va avoir un temps d'avance. Donc, c'est celui qui va réussir, et ainsi de suite. Donc, la presse, la veille, c'est tout petit dans la stratégie d'une communication, mais c'est une pierre angulaire fondamentale. C'est la pierre même sur laquelle on doit s'appuyer pour bâtir toute stratégie de communication. Et si tu remarques bien, normalement, tu es communicant. Tu vas faire ton communiqué de presse, tu vas inviter tes journalistes, tu vas faire ton dossier de presse, les journalistes vont venir, et c'est à ce moment-là où ils vont commencer à écrire et avoir des retombées presse. La veille, en fait, intervient en dernier, parce que elle te permet de récupérer toutes les retombées presse. C'est ça. Mais sans le rapport de veille, comment est-ce que tu veux bâtir la prochaine activité? Il faut bien l'analyser. Pour voir s'il y a eu de l'impact. Exactement. Donc, en fait, c'est le début et la fin de toute action de communication. Et quand tu arrives au bureau chaque matin, il est 7h30, 8h, le premier mail que tu dois recevoir, c'est ton rapport de veille média. Être correctement informé. C'est essentiel. Parce que l'information, c'est de l'or. Il y en a qui vont, à titre personnel, et ça, tu le sais mieux que moi, je suppose que tu vas utiliser, à l'époque, Twitter pour faire tes flux de veille. Et ça, c'était des outils absolument géniaux, parce que ça te permet, le matin, tu vas sur ton mur d'information et tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est un mur qui est généraliste. C'est pas un mur qui va aller chercher ton information à toi. Tu es obligé de scroller peut-être même longtemps avant de trouver une information pertinente. Nous, pendant que tu dors, on va aller chercher cette information pour, lorsque tu te réveilles, que tu puisses directement la consulter. Donc, c'est là où on a un travail vraiment à fort impact qui n'est pas très connu, parce qu'on n'apprend pas le métier de la veille à l'école. Aucune école de journaliste et de communication apprend véritablement ce que c'est que la veille médiatique. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois expérimenter sur le terrain. Et que tu dois aimer aussi, parce que c'est passionnant. Je veux dire, tu parlais de Twitter, par exemple. Moi, je fais de la veille média différemment, de façon archaïque. Mon premier réflexe, peut-être avant de me coucher, c'est d'aller checker est-ce qu'il n'y a pas la Troisième Guerre mondiale qui a démarré. Qu'est-ce que lui, il a dit, elle a dit, ou quel scandale a été déclenché, et tout ça, si Trump a augmenté les tarifs. Et le matin, quand tu te réveilles, tu vas encore checker pour voir si, pendant que tu dormais, la Troisième Guerre mondiale n'a pas démarré. Avant d'aller prendre ton café, te laver, ce genre de choses, quoi. Mais c'est clair que tu passes beaucoup de temps. C'est chronophage.
C'est extrêmement chronophage. Après, tu te retrouves avec des migraines. Tu vas aller sur TikTok parce qu'il y a des informations aussi pertinentes que l'algorithme va te faire ressortir et tout. Peut-être Facebook un peu. Mais c'est prenant. C'est prenant. Et donc, des experts comme Fabrice, eux, ils ont la méthode pour pouvoir aller dénicher les informations clés par secteur d'activité. Là, c'est complètement par secteur d'activité. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend avec l'expérience. Absolument. Notre métier, notre premier métier, c'est justement de collecter toutes ces sources d'informations. C'est une expertise. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une vingtaine de quotidiens, à peu près. Un petit peu plus même. Il n'y a pas que Fraternité Matin, Soir Info, Le Mandat, L'Expression. Alors là, on passe sur le web. Oui, le digital, oui. On a de la télévision qui s'est bien... qui s'est ouverte avec le paysage audiovisuel qui s'est agrandi. On n'a plus juste la RTI. On a RTI 1, 2, 3, NCI, Life, tout ça dans 7 Info, le programme TNT. Reflet TV, Business 24. Je les cite tous comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Pas de jaloux. Les radios, beaucoup de radios nationales, donc beaucoup de tranches d'informations. Et puis, aujourd'hui, on a des podcasts, on a des chaînes YouTube, etc. On a le web et les réseaux sociaux. Donc, c'est un métier de savoir collecter tous ces médias-là. Ensuite, tu as donc ce premier travail de collecte. Et le deuxième métier d'un veilleur, c'est d'aller repérer, justement, les informations clés. Dans tout ce bruit. Tu as parlé de masse d'informations. Nous, chez nous, on appelle ça l'infobésité. Il y a trop d'infos. Et donc, comment est-ce qu'on peut rapidement aller chercher la bonne information dans l'exhaustivité des médias? Et c'est ce qui fait finalement notre expertise. Et notre dernier métier, c'est comment est-ce qu'on va te la diffuser pour que ce soit le plus digeste possible. Pas trop long, pas trop court, mais où le client, il a l'essentiel chaque matin. Un format qui te permet, ergonomique, qui n'encombre pas ta messagerie, qui soit sécurisé, technologiquement très, très fiable. Il faut des serveurs, il faut tout ça. Il faut une infrastructure. J'ai une infrastructure technologique qui est lourde. Et je suis propriétaire de cette infrastructure. Ok, tu l'as conçue. Alors, j'achète des outils extérieurs, mais je suis propriétaire de mes solutions. Ça, c'est important. Tu es souverain de tes solutions. Exactement. Et quand je suis arrivé en 2014... Donc, tu décides donc de quitter la start-up qui a été rachetée par Kantar. Exactement. À quel moment et tu avais quel âge quand tu quittais Kantar pour venir en Côte d'Ivoire? Je me suis... On va dire en 2013, donc j'avais 35 ans. Ok. J'avais 35 ans. Je décide de... C'est assez logique dans ma tête de revenir... Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? J'avais 2 pays où les médias étaient assez développés. Le contexte médiatique était assez favorable. C'était le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Rapidement, mon choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Parce que mon épouse est d'origine ivoirienne. Ok, elle est d'origine ivoirienne. Elle est ivoirienne. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Elle a la double nationalité, burkinabé et ivoirienne. Et puis, il y avait des kiosques aussi à journaux, type Abidjan.net avec mon kiosque, qui permettait d'accéder assez rapidement aux journaux. Et donc, il y avait un environnement plutôt favorable. J'ai fait une petite étude de marché. J'ai rencontré des directeurs de la communication ici. J'ai vu qu'il y avait une certaine appétence, c'était possible, en tout cas, et que les gens étaient surtout prêts à acheter. Parce que tu peux avoir une offre, mais encore faut-il qu'on te l'achète. C'est ça. Et je pense que la philosophie que j'ai de la veille média a fait qu'elle a été adaptée au continent africain. Vu le passé aussi de ma première expérience, j'ai su, je pense, aborder correctement le marché. Et donc, avec mes solutions technologiques, avec mon pricing qu'il fallait créer,
Mhm. Il fallait tout inventer, en fait. C'est ça. On partait de rien, from scratch. Ouais. Quand j'arrive en 2014, c'est vraiment from scratch. Il n'y a rien. Tu redémarres une nouvelle vie. Et Exactement. tu le fais en Côte d'Ivoire. Ouais. Les solutions techno ne fonctionnent pas encore. J'ai Mhm. pas de clients. J'ai juste une entreprise. Ouais. Donc, Tu étais le seul actionnaire de ton entreprise? non. J'ai fait du love money. Ok. Donc, j'ai attiré des capitaux autour de moi pour monter un capital social de 50 000 euros Ok. et démarrer avec une entreprise française. Mhm. Je me suis installé ici en Côte d'Ivoire. La première chose, même sans client, ça a été de juridiquement exister. Ouais. Donc, je suis allé voir un notaire et ce notaire m'a dit vous voulez monter quoi? Une société par action simplifiée. Je ne connais pas. Ah. Je dis, ah bon? Ben, pourtant, c'est ce que je veux faire ici. Je ne veux pas une SARL, je ne veux pas une SA, je veux une SAS. Bon, Pourquoi une SAS? c'est beaucoup plus simple en termes de gestion, en termes de pacte d'actionnaires, de souplesse sur le conseil d'administration. C'est l'esprit de la start-up. Mhm. On voit comment ça évolue et puis après, s'il faut mieux s'organiser, on fera peut-être les choses différemment. Ouais. Mais je vais être ouvert. Et puis, si ça cartonne, je veux pas empêcher un actionnaire de venir investir, etc. Mhm. Donc là, la SAS, ce sont des statuts qui sont, je dirais, adaptés à l'esprit start-up. Ok. Et ce notaire revient vers moi en disant, bah oui, c'est possible. Au début, c'était pas possible, mais maintenant, c'est possible. L'OADA, ici... Ah, il s'est renseigné après? Oui, bah oui, ok. parce qu'il n'avait jamais monté une SAS. Ok, d'accord. Et donc, il est allé se renseigner au niveau de la chambre notariale de Côte d'Ivoire. Et on lui a dit non, mais c'est possible. Ce sera peut-être même la première SAS de Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je suis véritablement la première SAS de Côte d'Ivoire? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis la première SAS de ce notaire. Ça, Et c'était en donc, 2013, janvier 2014. janvier C'est 2014. ça. Le Ok. temps d'arriver, en fait. Ouais. Et donc, peut-être officiellement la première start-up de Côte d'Ivoire. Ah, ça, Peut-être. retenez ça. C'était certainement, peut-être, pourquoi pas, la première start-up de Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'était Veilleur de médias, c'était le nom déjà. C'est ça, exactement. Voilà. Et c'est comme ça que je crée Veilleur des médias, sans solution techno, Mhm. sans client. Mais c'est bon, c'est créé et on peut commencer l'aventure La entrepreneuriale. prospection. Ouais. Et comment tu as démarré la prospection? Comment tu as eu ton premier client? Ah. C'est là où le réseau aide. Mhm. Par le réseau. Une reco, une recommandation. Déjà, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, quel a été ton premier point d'entrée en Côte d'Ivoire? Pour t'ouvrir le réseau. Ouais. Je dois beaucoup à notre ami Tariq Daraji. Salut Tariq, Ouais. comment tu vas? Ouais. Il m'a beaucoup aidé, notamment lors de mon étude de marché. Ok. Je l'ai rencontré pendant mon étude de marché. C'est quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter Mhm. pendant plus d'1 heure. Il ne m'a pas posé de questions. Mhm. Il m'a écouté. Mhm. Je dis, mais c'est Tu as qui parlé, ce monsieur? Tu as parlé. C'est qui ce monsieur qui m'écoute sans me poser de questions? Bon. Et puis à la fin, là, il a enchaîné toutes les questions, mais il avait tout compris en fait. Ouais. Et il m'a donné les bons tips. Comme un grand frère, Mhm. d'abord, il m'a bienvenue en Côte d'Ivoire. Tu as quelque chose à faire. Si je peux t'aider, je vais le faire. Mhm. Et il m'a aidé à décrocher mon premier contrat chez Sifka. Sifka, ok. De Jean-Louis Billon. Ouais. Et c'était très important pour moi d'avoir un grand compte. Mhm. Parce que quand tu démarres, il te faut une référence. Ouais. Vous travaillez avec qui? Sifka. Je ne sais. Ah, Aujourd'hui, ah ils sont plus clients. bon? Ouais. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils reviennent clients chez Veilleur des médias. Mhm. Mais je suis sûr que j'ai encore plein de choses à faire pour eux. Ouais. Mais ouais, ça a été mon premier gros client. Et ensuite, grâce à Tariq, à ses démarches commerciales, tout de suite, on a signé des grands comptes. Mhm.
Même des comptes où on me disait Fabrice, tu pourras jamais travailler avec eux. Bah, immédiatement, au contraire, j'ai commencé à travailler avec eux, avec le BNet, avec le ministère de la fonction publique, avec d'autres grands comptes, avec la BCC. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que ça allait beaucoup intéresser nos amis les institutionnels. Parce que, mine de rien, la presse papier ivoirienne a énormément de contenu politique. Ouais. Elle est très politisée, cette bien presse. sûr. Donc, ça allait forcément intéresser les ministères de savoir comment on parle de, voilà, de leur secteur d'activité, de rester à l'affût de l'information. Et les ministres smart ont bien compris l'enjeu Les de ministres recevoir... smart. Tu veux t'écrire des problèmes. Mais j'en ai beaucoup des ministres smart. Et c'est la chance de Veilleurs des médias, c'est que ils ont, mine de rien... Ils ont compris, en fait, l'enjeu d'être mieux informés. Tu sais, il y avait un ministre qui est toujours ministre et qu'on aime beaucoup, qui avait parlé des 200 influenceurs. Si, bien sûr. Hein, voilà. Ça avait marqué à l'époque. Toute une génération. Oui. Hein. Bah, c'est un des premiers à avoir compris l'intérêt de la veille médiatique. Ouais. Et, bon, on va citer son nom, Bruno Koné. Oui. Il était à l'époque ministre de l'économie numérique. C'était toujours l'économie numérique. Absolument. Il nous a beaucoup aidé sur la French Tech Abidjan au début pour le lancement. Il était présent et c'est un ministre qui est accessible et je lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses au ministère de l'Agriculture parce que là, c'est un défi colossal. Ouais, forcément. Colossal. Économie numérique, construction et ensuite agriculture. Puis on l'aime bien. Ouais. On l'aime bien, c'est quelqu'un qui est très chaleureux et quand il nous voit, qui a la mémoire des noms aussi. Et c'est toujours agréable de trouver des personnalités qui reconnaissent le travail que tu fais. Donc, et ça, c'était un de mes premiers clients. Et tu as réussi à en enchaîner comme ça dans ton portefeuille? Bien sûr. La première année, tu t'es retrouvé avec combien de clients comme ça? Donc, on va dire que la première belle année la première année potable, c'est en 2015. Ok. Mais on est encore sur des petits chiffres d'affaires. Hein. Oui. Mais maintenant, là, à partir de ce moment-là, on parle d'une start-up, 30% de croissance par an pendant 5 ans. Ok. C'est énorme. Donc, chaque année, en croissance, d'ailleurs, ça s'est vu dans nos bureaux. On est passé du petit poulailler avec la mezzanine quand même, où j'avais mon bureau à des bureaux coworking, puis nos propres bureaux. Donc ça s'est vu dans l'évolution aussi de notre structure, même aussi en termes d'employés. Oui. On est parti. Tu étais seul au début ou j'avais déjà un employé seul? J'ai formé deux jeunes collaborateurs. Au moment où on parle de contrat de travail, les deux me quittent. Normal. Ils ne voulaient pas veiller. Ouais. Ils aspiraient certainement à d'autres choses. Donc, je recommence avec deux autres personnes qui, cette fois, m'ont accompagné et m'accompagnent depuis. Ok. Ça fait 10 ans. Mon 001 est là depuis plus de 10 ans. Waouh. Franck, qui aujourd'hui est mon DSI. Ok. Et, directeur de service informatique. Voilà. Et Joëlle a été ma directrice de production pendant plus de 5 ans. Ok. Ouais, avant d'aspirer, elle avait bien raison d'aspirer à d'autres chemins. Et aujourd'hui, 2026, on est plus de 35. C'est énorme, hein, 35 employés. Ouais. Ah ouais. 35 collaborateurs. C'est une charge de travail et une charge une masse salariale quand même. C'est très lourd. Ouais. Bon, c'est vrai que tu es une PME maintenant, mais c'est lourd. Je suis PME, ça joue beaucoup sur la rentabilité de l'entreprise, cette masse salariale. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire d'autant plus attention. Et en termes de charge d'exploitation, ouais. Il faut faire d'autant plus attention qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous arrive en pleine face et qui va pas forcément menacer les emplois, mais en tout cas, il va falloir être très vigilant, c'est l'intelligence artificielle. Comment tu le vis, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Moi, je le vis très bien. Dans le domaine de la veille média. Je le vis très bien. Mais
Alors, la veille média, historiquement, si je peux me permettre, Mhm. c'est déjà le métier qui a permis de commercialiser le PDF. OK. On est en 1995, Internet arrive, Mhm. et un des premiers usages du PDF, c'est le fait de scanner un journal Mhm. et d'en faire une découpe. Ouais. Et donc, les premiers usages de Adobe Reader portent sur des exercices de veille média. Mhm. Et plusieurs années plus tard, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, eh bien, on a des entreprises en France qui ont licencié 2 tiers de leurs Ouais. effectifs. Parce qu'aujourd'hui, tu peux repérer une information sans l'humain, Mhm. tu peux numériser sans l'humain, tu peux envoyer à ton client sans l'humain. Ouais. Donc, va falloir faire attention Ou s'adapter. et surtout s'adapter. Alors moi, je ne pars pas du principe que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Mhm. Je pense qu'elle va nous aider à mieux travailler, à Ouais. être plus efficace, Plus productif. plus productif, Mhm. et surtout avoir des solutions encore meilleures. Mhm. Donc c'est en quoi l'intelligence artificielle va permettre encore d'améliorer mes solutions qui déjà tiennent bien la route. Ouais. Donc c'est surtout ça, l'usage que je dois faire de cette intelligence artificielle. Tu l'utilises déjà Oui, avec tes équipes? oui, Ça a changé votre manière de travailler? bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, Parce que c'est surtout dans la et, collecte de l'information. et ça me donne encore plus d'ambition. Ouais. Aujourd'hui, on arrive avec une petite équipe à suivre l'ensemble des chaînes nationales ivoiriennes, TV, radio. OK. On les suit sous forme de flux. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent, par exemple, de transformer l'audio en texte. OK, oui. Et si j'arrive à transformer l'audio en texte, je n'ai plus besoin de quelqu'un avec un casque sur les Écouter. oreilles pour écouter si on va parler de toi dans le journal de 20 heures. Mhm. Je peux prendre le texte et faire passer un moteur de recherche sur ce texte, ce qu'on appelle osériser un texte pour aller voir s'il y a un mot-clé déclenche. Ça, je vais pouvoir le faire sur, finalement, non pas 5 flux, mais je peux le faire sur 50 flux, 500 flux, 5000 flux, Mhm. potentiellement. Mhm. Donc, ça veut dire que je pourrais éventuellement passer d'une production de flux nationaux à des flux internationaux. Donc, ça me donne d'autres ambitions que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un premier exemple. Mhm. Deuxième exemple, aujourd'hui, le décideur n'a plus le temps de lire toute la revue de presse. Ouais. Lire 30 articles, c'est pas possible. Donc, il peut parcourir les titres, les sous-titres des articles, lire peut-être 3-4 articles, mais il a aussi besoin d'avoir une vue d'ensemble. Mhm. Donc, une petite note de synthèse. À l'époque, je te disais que je faisais des synthèses plutôt intellectuelles, c'est-à-dire fin de matinée, et je prenais 2 heures pour faire une belle synthèse. Mhm. Aujourd'hui, tu fais ta synthèse en quelques secondes Ouais. avec l'intelligence artificielle, ce qui te permet de les proposer même dès 8 heures du matin. Mhm. Donc, ça permet aux décideurs d'avoir une vue plus synthétique, finalement, de sa veille média. Et puis, qui dit veille, parce que là, on n'a parlé que de la veille, mais je t'ai même pas décrit le haut de l'iceberg, qu'il va falloir qu'on parle du bas. C'est quoi le bas de l'iceberg? C'est l'analytique. Ouais. C'est comprendre Les données. les données, combien de retombées tu as eu, mais ça a porté sur quoi? C'était positif? C'était négatif? La tonalité. La tonalité? Mhm. Et ton image, elle est associée avec quels autres acteurs? Et qu'est-ce qu'on a retenu finalement de toutes ces activités médias? Donc c'est tout ce qui est analyse. Analyse des données. Ça peut être aussi bien quantitatif que qualitatif, et c'est très important pour une direction de la communication d'avoir des rapports qui te permettent de prendre du recul par rapport à ton activité médiatique Mhm. et d'avoir suffisamment de données pour prendre des décisions Ouais. et ajuster son plan de communication. Donc, Je sais qu'à l'époque, Synthesio avait un outil qui s'appelait Synthesio sûr. qui faisait ça, oui, qui donnait la tonalité d'un mot-clé dans un contexte spécifique, dans des articles de presse et tout ça, tout ça.
Donc, c'était un outil français. C'est quand même c'est assez cher à l'année, hein. Mais bon, après, on a réussi à développer aussi des outils locaux pour pouvoir concevoir et gérer ça, quoi. Oui, il y a beaucoup de... À, à une époque, et l'époque des startups en France, il y a eu beaucoup de startups qui se sont développées autour de la gestion de la e-réputation. Oui, la e-réputation. Mais ils n'avaient que le volet du digital. Donc, ils te faisaient une veille média sur mesure, collecte d'informations, repérage de l'information, transmission de l'information, mais que sur le digital. Ouais. Il te manquait quand même Oui, la presse écrite. la presse, Et la télé et la radio. La radio. Ouais, ouais. Bon, Nous, on a fait de l'e-réputation, mais on n'avait pas tout le volet presse, écrite, radio, télé. C'était que le digital, donc e-réputation. Exactement. Donc, aujourd'hui, Veilleur des médias te permet d'avoir des notions de ta réputation et de ta e-réputation. Est-ce que tu penses que dans tes premières années en Côte d'Ivoire, le fait que tu sois français, donc blanc, t'a permis d'avoir beaucoup plus d'ouverture dans certains endroits? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Dès que c'est un Français qui arrive, dès qu'il est blanc, il y a un peu ce petit complexe et tout. Est-ce que tu as senti ça? Qu'on te faisait plus de faveurs qu'à d'autres personnes? Peut-être. Peut-être. Sur certains rendez-vous. Ouais. Le fait qu'on m'accorde peut-être un petit peu plus de rapidité qu'à un Ivoirien. Même des fois les vigiles. Hein. Ouais, peut-être. Mais j'en ai jamais abusé ou joué vraiment. De là où tu viens, forcément, il y a des bases que tu avais déjà aussi. Oui, ben, tu sais, un entrepreneur, ça se construit. Ouais. Et c'est tout au long de ces plusieurs vies, on peut dire, que je me suis construit et que je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu arrives à bâtir donc, cette entreprise, à la faire grandir, on va dire d'une certaine manière, à la faire prospérer parce que tu passes de 2 employés à maintenant une trentaine, avec un chiffre d'affaires qui évolue de 30% en moyenne chaque année. Là, on est à combien de chiffres comme ça? Tu sais, moi, j'aime les chiffres. Quand je pose la question comme ça, chaque invité... Ouais, non, on arrive à un chiffre d'affaires autour des 600 millions. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Quand tu enlèves après maintenant les charges d'exploitation et tout, ouais. Et 30 personnes que tu gères. C'est ça qui pèse. Hein. Ça pèse énormément. La masse salariale pèse beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère aussi apporter ce travail à ces jeunes Ivoiriennes que je forme, que je prends... Parce que tu les formes carrément, puisque maintenant c'est moi qui ai la gorge. Que tu formes, parce qu'il n'y a pas de formation en tant que telle de veilleur de médias. Fait de la veille média, il n'y a pas vraiment de formation ici. Aucune. Ouais. Mais il n'y en a aucune dans le monde. Il n'y a pas de curricula. Non. Ça n'existe pas dans le monde. Non. Ah ouais. Non, faut être... pour être un veilleur, il faut avoir surtout des valeurs. Et ce que je vais chercher chez l'humain, c'est le sens de l'information. Si tu as le sens de l'information, tu m'intéresses. Faut que tu aimes ça. Faut que tu aimes manger l'information. Oui. Moi, j'aime manger l'information. Exactement. Faut que tu adores ça. Tout à fait. Que tu vois... Toi, tu vois une information pendant que d'autres la voient de manière simple. Toi, tu la vois différemment. Ce que tu peux faire avec. Comment ça peut être utile. Pourquoi c'est intéressant. Pourquoi ça enrichit ta culture générale aussi. Tout à fait. Et tous les jours, je me retrouve à envoyer... des articles à des amis parce que je sais que je veille aussi sur ma petite famille, sur mes amis et tous les jours, je suis à l'affût de l'information. Ouais. Et c'est ça qui me passionne. Aujourd'hui, Veilleur des médias fête ses 10 ans d'existence. Oui, a fêté ses 10 ans. C'est l'année dernière, a fêté ses 10 ans d'existence. Quel est le bilan que tu fais de tout ce que tu as accompli pendant cette période, ces 10 années, avec ce métier que tu as, on va dire, consolidé ici? J'aime pas trop les bilans, bizarrement. Je préfère me projeter. Ouais. Donc, je suis rarement dans le passé. Je suis plutôt dans la projection. Et je préfère voir devant que derrière. Mais c'est vrai que c'est important, à un moment donné, de se poser
et de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on a accompli? Et c'est pour ça que j'ai choisi de célébrer les 10 ans, Ouais. pour nous rendre compte du chemin que nous avons parcouru. Mhm. Et là, je dis nous parce que c'est vrai que je pars tout seul, mais derrière, il y a ma famille, il y a mes premiers collaborateurs et il y a les partenaires. On n'est pas tout seul. Mhm. On a des partenaires objectifs de notre réussite. Mhm. Nos clients Oui. sont notre réussite. Tu n'as pas de clients, tu fais quoi? Donc, c'était important de célébrer ce moment-là et de le dédier à nos clients pour les remercier de leur confiance. Chaque année, quand tu renouvelles un contrat, ben, c'est une marque de confiance que l'on t'apporte. Et quand un client te dit, ben, cette année, Fabrice, on va ajouter une autre prestation, ben, ça te fait encore Bien plus sûr. plaisir Ouais. parce que tu sens que tu es utile. Un client qui renouvelle toutes les prestations, ben, là, tu te dis, ben, c'est bien, tu es sur le bon chemin. Et on a des clients qui sont là depuis plus de 10 ans. Et je pense que tous les jours, depuis 10 ans, ils ont reçu leur veille média. Il n'y a pas Alors, un seul jour où ils ne l'ont pas reçu. quels sont les clients les plus fidèles qui sont là depuis 10 Ben, ans? je te les ai cités. Mhm. Depuis 2015, j'ai le BNet, la BCC, le ministère de la fonction publique. Pour moi, j'ai ces trois. Puis après, on a Canal+ Côte d'Ivoire Mhm. qui nous a fait rapidement confiance aussi. On a des acteurs type Orange, Prozuma, Ok. qui nous ont rapidement fait confiance. Et tu as réussi à obtenir des témoignages pendant ces 10 ans, cette Oui, célébration des 10 tout ans. à Ils étaient fait. présents. Tout à fait, tu étais présente. Mhm. C'est pour ça que c'était important que la directrice de la communication de la CGCI, patronat ivoirien, Mhm. soit présente parce que c'est une institution que j'accompagne depuis très longtemps aussi Ouais. et qui a une histoire assez particulière dans ma vie parce que c'est aussi l'objet d'une rencontre que j'ai faite avec Alain Quadio, Mhm. le président de Keidan Group. Oui, qu'on salue. Et, et, euh, et Alain m'a introduit au patronat et d'une petite veille média, vraiment tout petit budget. Eh bien, aujourd'hui, on accompagne la CGCI dans les solutions de veille médiatique qu'elle peut mettre à disposition de tous ses adhérents. Ok. Donc, très important pour le patronat de savoir déjà qu'est-ce qu'on dit sur cette institution, de maîtriser son image. C'est une institution très forte dans le paysage économique ivoirien et qui a des adhérents qui ont des attentes. Mhm. Donc, on permet de les soutenir dans ces solutions de veille. En fait, tu vends des licences d'une certaine manière de ta solution, Non, je ne vends pas des licences, je vends des prestations. des prestations. Ouais. La CGCI, ces banques, ces institutions étatiques, ces personnalités aussi étatiques qui t'accompagnent. Et puis Alain Quadio. Je veux dire, depuis, je pense, le début, je suis un peu cette relation entre business, mais également amitié, on va dire, et tout. Comment tu as rencontré Alain Quadio, fondateur de Kaidan Group? Alain, je l'ai rencontré en amenant ma fille au tennis. Ok. Comme quoi, hein, tu vois, Oui. il faut sortir de Il chez faut soi. sortir. Nous qui sommes casaniers, Non, on mais aura des opportunités. mais si tu es casanier, si tu restes à la maison, Ouais. comment veux-tu rencontrer des personnes qui vont changer le cours de ton existence? Ouais. Il faut sortir, il faut être curieux, il faut voyager. Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de personnes que tu ne connais pas, de pays que tu ne connais pas. C'est très important pour te mûrir, pour te construire. Et je crois que ça forge le parcours Ouais. entrepreneurial. Et cette rencontre avec Alain, pour moi, elle a été déterminante. Mhm. Parce que, oui, il m'a recommandé auprès du patronat ivoirien, mais quelques mois plus tard, il m'a contacté et il m'a demandé de l'accompagner à Korogo. Ok. C'était pour un forum d'affaires Mhm. sur les entreprises. Et on se connaissait un petit peu. Et sous ce manguier d'un très bon Tu restaurant m'as parlé de ce à manguier, Korogo, oui. Mhm. il me dit
il se confiait un petit peu à moi Mhm. en disant il était marqué par sa défaite à l'élection du patronat ivoirien. Mhm. Donc, mais c'est une personnalité très résiliente. Mhm. Donc, marqué, oui, mais encore peut-être plus fort et encore plus visionnaire. Et Alain avait mis en place, sous le leadership de Jean Kakou Diagou, la CGCI Academy. Oui. Et moi, c'était un Le de mes concours de premiers pitch du patronat. Ouais, moi, c'était un de mes premiers souvenirs de grands forums à Abidjan, euh, à l'Hôtel Ivoire, au Palais des Congrès. Je suis sûr que tu étais dans la salle. Et c'était un souvenir mémorable de chefs d'entreprise qui ont souhaité inspirer la jeunesse pour leur dire d'entreprendre. C'était la seule solution de s'en sortir. Ouais. Ne soyez pas fonctionnaire. Ouais. D'abord, il y a très peu de place. Mhm. Et puis, vous allez donner toute votre vie pour travailler pour quelqu'un. Et apporter de la richesse, créer des emplois. Et cette CGCI Academy, elle devait déboucher sur quelque chose. Mhm. Et je dis à Alain, mais Alain, monte ta fondation. Une fondation qui va parler de l'entrepreneuriat, de la culture entrepreneuriale. Allons inculquer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes. Ouais. Et Alain, immédiatement, a adhéré. Et un coup de fil après, oui, la fondation a été créée. Et elle change des vies, hein, d'une certaine manière, Oui, des oui, jeunes tout à fait, ouais. à qui elle offre aussi des bourses. Aujourd'hui, pour, oui, par tout à fait. exemple, les doctorants et tout. Oui, c'est la première fondation à donner des bourses pour faire de la recherche Ouais. sur l'entrepreneuriat. Ouais. On n'a aucune donnée scientifique en Côte d'Ivoire sur l'entrepreneuriat. Ouais. Combien d'entreprises réussissent, combien d'entreprises échouent. On n'a pas de données. Et on veut entreprendre. Ouais. Oui, c'est bien, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. De quoi ont besoin les entrepreneurs, etc. Il nous faut des données fiables. Ouais. Et donc, c'est le but de ces travaux de recherche, de donner des bourses à des étudiants en master pour apporter des données fiables. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, au-delà des clients que tu as, des amis que tu as rencontrés qui sont ta famille, il y a la French Tech Abidjan que tu as co-créée. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a apporté? C'est une grande question, ça. Hein. Elle m'a apporté une nouvelle vie, des nouveaux horizons, une nouvelle manière d'être. Mhm. Et c'est l'humain qui a profondément été changé par cette vie en Côte d'Ivoire. Mais c'est un bon changement. Et c'est un changement, je dirais, vers la réussite. Ouais. Et c'est ce à quoi j'aspire tous les jours. J'aurai des échecs, je rencontre toujours des échecs, mais je cherche la réussite avant tout. Et chaque matin, je me réveille pour aller chercher cette réussite. Je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, j'y crois toujours. Je suis fonceur, donc je fais des erreurs. Je parle parfois un peu trop. Ah bon? Donc, parfois, je dis des choses peut-être qui ne sont pas bonnes à entendre, mais qui, pour moi, sont la vérité. Ils sont nécessaires. Je ne vais jamais chercher à cacher cette vérité. Donc, je vais toujours dire ce que je pense. Tant pis si je me trompe. Je préfère assumer. Je préfère assumer mes idées. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire m'a apporté cette réussite, cette liberté d'entreprendre. J'en suis très redevable. Et j'ai fait les démarches pour la nationalité. Est-ce que je voulais te demander, est-ce que tu comptes finir ta vie en Côte d'Ivoire? Oui, aujourd'hui, je ne compte pas changer. Tu te sens abidjanais, ivoirien? Ouais. Alors, même si je ne mange pas encore de garba. Non, je ne mange pas le garba. Sors du plateau, là. Voilà. Mais je mange tu ne manges pas du garba? Je ne mange pas le garba parce que, bon... Même les Américains mangent du garba? Oui, je sais.
Mais je mange des croupions, moi. Ça, tu peux me trouver autour de... Les croupillons ou, excusez-moi de le dire, comme on le dit chez nous, les cuits de dindon. Voilà. Voilà. Ah, quand Et même. tu as trop Ah, francisé non. le c'est cuits de dindon. Ah, non. Voilà. Donc, J'adore les Ah ouais, ça, cuits de dindon. Ah oui. Ok. Ah ouais. Mais c'est gras. Oui, mais il faut pas en abuser. Faut pas en abuser, c'est tout. Une fois de temps en temps. Uh-huh. Une Mais fois moi, de j'ai temps en temps. arrêté Ah totalement. non, une fois de temps en temps. C'est comme le porc, j'ai Non, arrêté. une fois de Alors temps que en j'adorais ça. Il faut pas se priver. Mais. Ça sert à rien. On n'a qu'une seule vie, non. Voilà. Dès que je sors du plateau, cuit de dindon. Oui, mais on les mange Le pas porc. n'importe où. Hein. Attention. Non, bien sûr, évidemment. Il y a Évidemment. des adresses. Hein. Je ne cherche Ouais, pas à voilà. mélanger tout dans mon Ah non, ventre. une bonne brochette d'escargot, moi je suis partant. Ah Pas bon, de malheureusement, là, je ne mange pas d'escargot Ah, ni de fruits de problème. mer. Quoi Sors Non, de ce... ça c'est lié à l'allergie, tu vois, c'est différent. Ah, bon. Tu vois, mais que je suis allergique au garbage, ça ne sont pas Tu vois. comparés. Ah. Mais escargot, je ne peux pas, tu vois. Non, j'aime pas le thon cuit. J'aime le thon cru, mais pas le thon cuit. Donc, je peux Ah, pas j'aime le manger de thon garde. cru, Ouais. comme pour les sushis et tout ça. Oui, Ah, absolument. tu n'aimes pas Le c'est thon cuit, je n'aime pas. C'est J'ai incroyable. dû être Moi, j'aime les deux. traumatisé dans mon enfance par les tartes au thon de ma mère. Ah Ouais, ouais. et depuis le thon en boîte Uh-huh. et le thon cuit, ben non, ça Ah passe pas chez moi. ouais. C'est Madame a tout essayé, mais c'est pas passé. non, c'est pas passé. Ah, c'est dommage. Mais c'est ça qui doit valider ta nationalité aussi. Hein. Oh, s'il faut manger un garba pour valider, il n'y a pas de problème. Voilà. Aujourd'hui, tu as ta vie ici, tu as construit ta vie ici et tout. Quel est ton rapport avec la culture ivoirienne en tant que telle, globalement? Euh, Forcément, tu as eu un choc de culture quand tu es arrivé oui, la bien sûr, première fois. bien sûr. Je suis pas fan de la musique ivoirienne en tant que telle. Tu sais, Ah, le zouglou et tout ouais, ça. non, c'est pas C'est vraiment pas ton les, truc, ouais. c'est pas les sons. C'est pas les sons que j'écoute. À la rigueur, je rêvais plutôt être reggae. Alpha Blondy. Ça, je pense qu'il y a le Burkina qui a joué beaucoup là-dessus. Oui, bien sûr, un grand Ta pays vie, de au- reggae. oui, oui, oui. Ta vie au Burkina. Putain, il fête l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Ah quoi. oui, C'est- non, en fait. Ah oui, oui, Mais alors bon, là-bas, eux, je veux dire, ils sont, c'est ouais. des concerts à chaque coin de rue. Ouais, Donc, beaucoup de reggae. ouais. Ça, oui. Mm. Puis j'ai découvert le reggae. Mm. Donc, ça, c'est top. Alpha, Mhm. Kenja. Mhm. Et puis après, plus loin, même, je suis tombé sur le reggae de Lucky Dubé. Bon, De qui? Lucky Dubé. Ah, Lucky Dubé. Ok, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est grandiose. Hein. Ouais. Donc, ça peut être des heures à écouter ça. Bien sûr, il y a la gastronomie. Évidemment. On ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans gastronomie. Et puis, il y a le Mais football. rassure-moi, à checker poisson, ça va. Chicken poisson, sans problème. Ah ouais, sans problème. Sans voilà. problème. À Ça, loco, c'est terrain de claclo. jeu, ça. Ça, c'est terrain de jeu, ça. Ah, Voilà. Il n'y a ah. pas de problème. Mm. Il faut juste faire attention à ne pas en abuser. J'ai pris beaucoup de kilos hein, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai vu des périodes, tu as fait yo-yo. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où tu... Heureusement que je fais du padel. Hein. Ouais, heureusement que je fais de padel. transpirer un peu, Ouais, parce Ouais. que bon, on peut s'oublier vite. Hein. C'est tellement bon. Voilà. On va enchaîner le claclo. Ah, Voilà, c'est ça. Moi, c'est mon péché mignon, le claclo. Aussi. Ouais. Plus que la loco. Avec du Claclo. bon piment. Ah, Ouais, attention. Hein. je sais pas m'arrêter avec le claclo. J'adore la loco, hein, mais tu me mets le claclo devant. Je Ouais. jette la loco. Claclo. Mais je Si te tu, comprends. si tu rajoutes même du porc dessus, Ouais. c'est qui Oh, m'a interdit par le médecin. Là, c'est gâté. On va les manger. On va les manger après. Donc, Et puis, oui, et puis le sport. ouais. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on a gagné 2 cannes. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, quand ouais, même, hein. quand même, ouais, Je ouais. porte bonheur. Hein. Ah, on peut dire ça, ouais. Voilà. Ouais, Donc, pourquoi 2015, pas. Ouais, ouais. voilà, et puis 2023. Si. Donc, pas mal, non? Et puis tu as vécu des bons moments, des super moments historiques Alors, aussi en Côte d'Ivoire. Oui, et puis la canne qu'on a organisée. T'as vu, je dis on a organisé. Ouais, tu je vois. te dis, Jean, c'est Ah, tu lui-même, vois, il était au c'est- cœur du système avec le Mais coca. j'ai fait road trip. Hein. Je suis allé à Yamoussoukro, Ah je suis allé ouais. à Boaké, je suis allé à Korogo. Ouais. Avec les copains. On a pris la voiture, on a, et Ça, c'est on a des beaux vécu la souvenirs. canne. Ouais, ça, c'est très Je beau n'ai pas souvenir. fait de VIP, Ouais. rien. J'ai vécu la canne, j'étais à Les la meilleurs cérémonie endroits, c'était en d'ouverture. dehors des VIP. C'est Mais là où il y bien avait sûr, l'ambiance. J'ai ouais. acheté ma place à 10 000 francs. Ouais. C'est top. C'était C'est les top. meilleurs moments. On a vécu quelque chose d'inoubliable, Ouais, d'historique, incroyable. et avec un parcours d'une... bon, Comme un film.
Ah oui, un Comme un scénario film, un hollywoodien. scénario. Vraiment, Voilà. franchement, Dieu, il était là, il avait déjà écrit, puis il a dit, oh, tenez ça, vous avez la coupe. C'était Mais ça va être difficile. c'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Et tu sais quoi? Je vais te donner une petite confidence, Mm. mais je sais pas pourquoi, je suis très confiant pour la Coupe du Monde. Why not? Je dis ça, je dis rien. Donc, quand, en tout cas, on va arriver en quart de finale de la Coupe du Monde, je vais ressortir cette partie où Fabrice a dit, je suis très confiant pour la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Retenez ça. Je dis C'est ça, que je tu as une dis bonne rien. chance encore, on ne sait jamais. Mais je l'espère bien. Si vraiment, quand l'élément a sorti là, j'ai dit, à la DST, je confirme, c'est vraiment, il mérite sa nationalité, il nous a porté chance. J'espère que je l'aurai d'ici là quand même. Ah Ça y ouais, est, hein, ouais. le dossier est transmis. Ah, ok, hein. d'accord. Ouais, ok. ouais, j'ai validé toutes les premières étapes. Ouais, là. c'est vrai que Ouais. ça demande Voilà. beaucoup de temps aussi. Ouais, C'est très minutieux, c'est c'est très quelque chose, méticuleux. Il y a enquête de moralité Oui, ça y est, et ouais, tout tout à ça. fait, ouais, ouais. C'est vrai, ça prend du temps. Ouais, ouais, mais c'est bien. C'est important aussi. C'est très important de valider ce Ouais. processus. Parce que la nationalité ivoirienne se mérite. Exactement. Ça vaut cher. Là. Être ivoirien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance. Si tu devais parler au petit Fabrice, qui est encore avec ses parents, globalement entre 8 9 ans. Là, si vous étiez en région, quand tu étais petit, c'est ça? Ouais, ouais. En région? Ouais. En province, pardon, ou Ouais. bien à Paris, Ouais, on était en région parisienne. en région parisienne. Il a 8 9 ans et tu le vois. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Fabrice Piofré? Je lui dirais, ne doute pas. Hmm. Faut y croire. Ne te décourage jamais. Crois en toi le plus possible. Ouais. Et, petit Fabrice, travaille. Travaille. Sois concentré à l'école. Sois concentré à l'école. Fais tes devoirs. J'ai pas fait mes devoirs correctement. Hmm. J'étais un enfant, tu sais, on lui donne des devoirs Hmm. et dès qu'ils sont faits, allez hop, je passe à autre chose, quoi. Je vais pas approfondir. Mais tu les faisais de toute façon. Ouais, mais je l'ai bâclé. Hmm. Je l'ai bâclé. Et vraiment, pour moi, c'était un calvaire. Est-ce que c'était pas peut-être lié à ta personnalité quand tu étais petit? Est-ce que, après, on dit, comme tu l'as dit, hein, l'école n'est pas forcément faite pour tout le monde. En tout cas, la manière dont l'école est conçue, avec le système hiérarchisé de notes, qui exclut parfois des élèves qui apprennent différemment par rapport à d'autres qui vont peut-être faire du boileau, qui vont mémoriser, mais d'autres qui ne mémorisent pas, mais qui sont très intelligents, mais qui sont sortis du système. Ce serait te punir aussi. Peut-être qu'on ne te comprenait pas aussi à l'époque. Ta manière d'apprendre était différente Oui, des autres. j'ai toujours eu le sentiment de m'ennuyer. Mhm. Et donc, je devais être hyper actif, Oui. notamment en dehors de l'école. Du coup, j'avais plein d'activités en dehors de l'école. Ouais. J'allais... déjà, je faisais beaucoup de sport. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup d'escrime. Puis au collège, je faisais du volleyball. Ok. Je faisais plus de 6 heures de volleyball par semaine Wow. hors match. Waouh. Je faisais le théâtre. Ah ouais. J'avais les enfants de chœur. Je faisais le Tu catéchisme. étais actif, hein? Et tout ça en vélo. Donc, Tu t'es déplacé en vélo Ouais. pour faire tout ça. il fallait que je sois occupé tout le temps. Donc, et plus je m'occupais, moins j'avais de temps pour faire mes devoirs Oui. et ça m'arrangeait. Et puis, ça te passionnait pas de faire tes devoirs. et C'était ça ce que tu faisais en Ça dehors. m'arrangeait. Ouais. Ah, mais j'ai pas le temps de faire mes devoirs. Ça m'arrangeait. Moi, je n'ai jamais compris l'école. Ouais. Et le collège, le lycée, l'université, j'ai toujours... et avec du recul, même, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est trop théorique. Mhm. Il n'y a pas de mise en pratique. Oui. La première fois qu'on te met en pratique, c'est un petit stage d'une semaine en troisième. On te C'est dit, ça. allez, va découvrir le monde de l'entreprise. Mais c'est une semaine. Oui. C'est pas assez. L'entreprise ne va pas dans l'école. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Peut-être, ou peut-être que tu le laisses à d'autres, mais tous les jours, en cuisine. Mhm. Pourquoi est-ce qu'à l'école,
on n'a jamais eu de cours de cuisine. Oui, Aujourd'hui, on se retrouve dans la vie, on ne sait pas cuisiner. oui. Mais on fait comment? Tu veux devenir entrepreneur, mais on t'a jamais appris à entreprendre. Alors oui, on te donne des cours de sport, d'art plastique, on te donne des leçons de musique, Mhm. d'accord, mais on n'apprend pas à te marier, on n'apprend pas À devenir père. à devenir père. Un vaccin, c'est quoi? Enfin, par exemple, tiens, SVT, si on m'avait appris l'utilité d'un vaccin, Oui. son histoire, son rôle, ça m'aurait parlé. Oui. Mais on t'apprend même pas ça. Mais il faut aller faire vacciner ton enfant à la première heure. Oui. Mais pourquoi? Tu comprends pas, en fait. Alors que ça aurait été tellement plus simple de m'apprendre à l'école l'utilité et le rôle du vaccin. En fait, pour toi, et je pense que je le conçois aussi de cette manière, hein, l'école doit être plus dans la pratique. Par exemple, quand tu es en cours de chimie, mais tu dois avoir des écoles, en tout cas publiques, où il y a des laboratoires, où on n'est pas juste en train d'écrire dans le cahier les éléments et tout, les composants, où on voit tout en images, mais où on peut l'expérimenter avec les tubes, les bocaux, on peut renverser, voir un peu les réactions chimiques que ça crée et tout, et tout, et tout. Pareil dans toutes les matières, qu'on puisse... Les maths. Les maths. Les maths, pourquoi? Moi, j'étais nulle en maths. Hein. Mais parce qu'on t'apprend des théorèmes Ouais. que tu ne mets pas en pratique. Tu sais pas à quoi ça va te servir. Exactement. Alors que si c'était plus pratique, on te dit, lorsque si tu veux construire une maison, voilà pourquoi tu dois comprendre les théorèmes de Pythagore. Et Exactement. Le seul truc que j'ai compris, et c'est récemment via des tutos Mhm. ou des petites vidéos sur YouTube, c'est le 3-14 de Oui, le pi. pi. Ouais. Voilà. Ben j'ai mis moi-même une ficelle autour de mon verre. Ouais. Et en effet, j'ai fait le diamètre de mon verre. Donc, Ouais. tu fais une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Et en effet, il y a un petit bout qui correspond au 14. Tu vois. Mais ça, on me l'aurait appris à l'école. Mais Qu'on aurait compris. mon prof de maths m'aurait sorti cette petite ficelle, l'aurait mis autour d'un verre et Ouais. m'aurait expliqué ça. Mais ça aurait été logique. Ouais. J'aime le pragmatisme. C'est ça. J'aime quand c'est du concret. Et c'est pour ça que je pense même que dans mon entourage, je suis avec des personnes concrètes. Mhm. Quelqu'un qui va me vendre un projet Mhm. qui ne se fait jamais, Ouais. il y en a. A priori, il ne fait pas partie de mon cercle d'amis ou de... Ouais. Les PowerPoint des projets. J'ai un projet. Où est le lien pour télécharger l'application? Où est le lien du site web? Où est le produit? Et pourquoi tu me fais 10 000 fautes d'orthographe dans ta présentation? Alors qu'il y a un correcteur dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. C'est quoi ça? Tu sais, j'ai accompagné beaucoup de startups ici, Mhm. beaucoup de jeunes entrepreneurs. Oui. Ça a été une de mes premières missions au sein de la French Tech Abidjan. Mhm. En 2000, on crée la French Tech Abidjan fin 2015. Ouais. Donc, janvier 2016, on est sur les rails. C'est une association, Mhm. donc bénévolat, Ouais. 100%, je confirme, hein, Mhm. 100% bénévole. Et donc, avec les cofondateurs, on parle du numérique dans l'écosystème local. Mhm. Et à l'époque, 2015, c'est le début. Ouais, c'est tout nouveau. Ça commence, C'est tout nouveau. ça commence à émerger. Exactement. Il n'y avait que des grands opérateurs Oui. télécoms. Ouais. Mais il n'y avait pas de start-up en tant que tel. Ouais. Et c'est là où je crois qu'on a joué un rôle déterminant en accompagnant quelques structures qui, quelques années plus tard, ont créé notamment le CI20. Et c'est ce que je voulais te demander. Tu vois, c'est... Tes rapports avec donc, toutes les autres startups tech ivoiriennes, le CI20 et tout ça. Ouais, ce sont des rapports qui se sont construits naturellement Mhm. parce que il y avait toujours cette envie. Tu vois, c'est l'éducateur qui était en France Mhm. peut-être avant, Mhm. qui a repris la casquette et qui s'est transformé un peu en mentor. Exactement. Alors oui, moi j'étais un jeune mentor Mhm. par rapport à d'autres, mais j'avais peut-être aussi des réflexes. D'abord, je savais ce que c'était que le monde du salarié. Mhm. Et c'est très important, selon moi, Mhm.
quand tu es entrepreneur, d'avoir connu Bien sûr, ce qu'est d'être un salarié c'est très important. pour avoir des bons réflexes. Donc, tu passes de l'autre côté et donc tu peux mieux accompagner tes salariés. Donc, je me suis retrouvé dans cette position où, en tant que jeune chef d'entreprise, j'avais quand même des bons réflexes. Et la veille, le fait d'être correctement informé t'apporte quelque chose de plus. Ouais. Et donc, c'est avec cette assurance-là que je me suis permis de conseiller certaines startups, certaines jeunes startups. On retrouve dans ces jeunes startups, je peux les citer, Oui, bien sûr. Leafy-Led, Oui. Coliba, Oui. que j'ai accompagné tout De Bruno simplement Koneyaya, l'homonyme. en leur mettant et en leur trouvant des investisseurs. Oui. Donc, ce sont mes propres investisseurs qui sont allés chez Coliba. Ok, d'accord. Qui les Coliba ont- qui, je le rappelle, fait rapidement dans la collecte de déchets. C'est ça? C'est ça. Mhm. Ouais. Alors, ils étaient partis sur du digital à fond. Bon, Ouais. c'était pas forcément la bonne approche, Mhm. mais tout simplement, en mettant en place tout simplement des machines, Oui. voilà, on arrive à transformer le plastique en paillettes Oui, et donc à revendre ces déchets pour les recycler. exactement. Donc, c'était l'idée de base. Aujourd'hui, Coliba a pris son envol Oui. et a vendu certaines participations et évolue sous d'autres cieux. Oui. Mais il y a eu aussi Etudesc Oui, Etudesc, avec la mine. la mine Barreau, Voilà, qu'on tout à salue. fait. Et puis sont venus après certaines startups comme Panelis, Oui, etc. Panelis, tu vois. Push. Voilà, exactement, tu vois. Donc on Fintech, a joué notre rôle. d'accompagnateur et de soutien. Oui, et puis de faire comprendre que le numérique, c'est très, très important. Ouais. On met un pied quand même dans un pays où plus tu vas numériser, digitaliser, et plus tu vas accélérer. Bien sûr. La Mais transformation. il faut absolument le faire de manière transversale. Il ne faut pas le faire de manière verticale. Il Ouais. faut le mettre sur tous les paliers. Et c'est ça, je dirais, le plus gros défi. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait tellement de progrès Ouais. en termes de digitalisation que ça en devient même très impressionnant. Mais aujourd'hui, moi, je sors presque plus avec du cash, par exemple. On n'a plus d'espèces. On n'a presque plus d'espèces. Avant, tu avais des problèmes de monnaie. Oui, Bon, il n'y a plus de problème il de n'y a plus monnaie de en problème Côte de d'Ivoire. monnaie. Et tu sors ton téléphone, tu scannes, tout simplement. Et pareil, tu peux payer tes impôts en ligne. Tu peux également renouveler ton assurance en ligne, ton assurance auto et tout. Bref, tous les secteurs se digitalisent. Et le gros changement en 2026, et je le vis en tant qu'entrepreneur, c'est la digitalisation des factures. Oui. Et ça, c'est quelque chose, c'est une très bonne idée. Attention à ne pas trop mettre la charrue avant les bœufs, mais ça y est, la charrue est là. Donc, la FNE, non? Oui, la FNE, elle est là. Ouais. Donc, cela nécessite que non seulement toi, tu fasses des FNE, mais lorsque tu achètes quelque chose, qu'on te fasse aussi une FNE en retour. Exactement. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu peux t'adresser à des entreprises et recevoir tes FNE, mais quand tu veux t'adresser à la petite boutique de Trècheville qui vend une ramette pour un ordinateur, et toi, tu en as besoin pour maintenir ton ordinateur, parce que tu as besoin d'un disque dur, tu as besoin d'une ramette, tu as besoin de petits matériels informatiques. On fait comment? Elle n'a pas de FNE. Elle n'a pas encore de FNE. Donc, c'est un système qui va obliger en fait, à te mettre en FNE. Alors, c'est bien, mais ça arrive presque trop vite parce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver, avec nos jeunes fournisseurs, des solutions pour qu'ils te fournissent une FNE. Un autre exemple, aujourd'hui, tu vois, on est dans une pièce qui est climatisée. Si elle est climatisée, c'est qu'elle nécessite un entretien de ta climatisation. C'est pas tout le monde qui va te produire une facture. Les professionnels indépendants, c'est... Exactement. Donc, et ainsi les de libéraux, suite. c'est ça. Un électricien qui vient te réparer un circuit électrique défaillant chez toi.
des ampoules qu'il faut changer, Mm. etc. On fait comment? Et tout ça, c'est des discussions approfondies que le patronat ivoirien et toutes les corporations professionnelles autour doivent continuer avec la Direction générale des impôts Mm. pour voir comment cette transition vers la digitalisation des factures puisse bien se passer en intégrant tous les acteurs de la chaîne qui sont dans l'informel pour la plupart. C'est un On a, travail de longue haleine. on a un gros challenge là. Ouais, ouais. Donc, c'est bien. Mhm, Moi, je suis ravi. mhm. Il y a encore plus de C'est transparence. ça. Plus on mettra de la transparence, et mieux ce sera. Ouais. Ça, pour le coup, en termes de gouvernance, j'ai même suivi tout un parcours de plus de 5 ans Mhm, pour mettre en place des stratégies de bonne gouvernance au sein de mon entreprise. ouais. Donc, c'est des valeurs fortes que j'ai. Donc, j'adhère. Mm. Mais comment transformer rapidement, en fait, c'est ça, c'est rapidement le secteur informel sur de la FNE, ouais, c'est là où C'est un gros le challenge. challenge, il est gros. Parce que le but, c'est Ouais. de réduire le nombre de personnes, de professionnels, de libéraux qui sont dans l'informel, mais comment les amener à... Ça m'inquiète un petit peu. Ouais, ouais. Cette année de transition, parce que ça va Mhm. être une année de Ouais, oui, bien transition, sûr. m'inquiète un petit peu. J'aimerais peut-être un petit peu plus de souplesse et de Ouais. tolérance. Ouais. Mais si tu acceptes de la souplesse et de la Ça va tolérance, pas avancer. ça va pas avancer. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Là, j'avoue qu'on est sur un... Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs comme toi Ah ben, sont si dans moi je cette... le vis, Oui, bien sûr. Beaucoup d'autres d'entrepreneurs doivent le oui, vivre aussi. Ouais. absolument, Mm. sont dans cette réflexion, dans cette inquiétude aussi. Ouais. Et comment arriver à ce que cette transition se passe de la meilleure des manières Mm. pour que, globalement, elle rentre dans le fonctionnement des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes ou intermédiaires, par exemple. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. C'est déjà fini? Mais on ne sent pas le temps passer quand on a des choses à dire. Et je pense que tu les as dites. J'ai essayé du moins. Et en général, je donne toujours un dernier mot. Parce qu'on ne sait pas qui est derrière la caméra, qui est derrière l'écran de téléphone ou de téléviseur. Et le déclic que les choses que tu as eu à dire ont pu avoir sur cette personne ou ces personnes qui ont regardé cet épisode. Donc, au regard de ton parcours qui est, on va dire, atypique aussi, et de toute cette expérience que tu as accumulée à travers les voyages, les rencontres, mais ta volonté aussi de bâtir, de construire, et puis de créer un métier qui n'existait pas ici, et de le consolider. Est-ce que tu as un mot pour ces personnes qui regardent, qui sont à la croisée des chemins dans leur vie? Ben, le mot, c'est... Il tient en 4 lettres. Oser. Mhm. Je crois que si on n'ose pas, il va pas se passer grand-chose. Ouais. Donc, à un moment... Sortir de sa zone de confort. Ouais. Si tu te lances pas, Mhm. à un moment donné dans le précipice, il ne t'arrivera à rien. Mm. Donc, toute personne a un talent. Je ne pense pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas de talent. Ouais. Tu as un talent. Trouve-le. Parfois, c'est naturel. Mhm. Tu sais que tu l'as. Ouais. C'est ce qu'on appelle inné. C'est-à-dire qu'il est profondément en toi. Tu sais chanter, tu as une magnifique voix, tu as un talent. Exerce-le, travaille ce talent, et tu verras que si tu travailles avec acharnement, tu arriveras à en faire des choses extraordinaires. Tu sais, j'aime bien cette parole de l'Évangile où Dieu donne à Oui, différents talents. différents talents, ouais. Tu vois. Et
celui qui en a beaucoup quand il arrive à le multiplier, il va lui arriver que des belles choses. Mais celui qui a un talent, qui le cache au fond de la terre, qui l'enterre, celui-là, il n'y arrivera pas. Donc, travaille ton talent. Chacun d'entre nous, on a un talent. Ouais. Mais il faut le faire sortir de terre et le travailler profondément. Et à un moment donné, tout va sortir, tout va éclore et tu vas pouvoir en faire toute une vie. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître au début mon talent, mais de le découvrir avec le temps. Et à partir du moment où je l'ai trouvé, j'ai su que j'avais ça en moi. C'est quoi le talent ? En l'occurrence, si je dois le déplacer sur mon métier, c'est d'avoir le sens de l'information. Et donc, je l'ai développé, je l'ai travaillé. Je me suis donné corps et âme, professionnellement parlant, dans ce métier-là, pour le comprendre, le connaître jusqu'au bout des doigts, et ensuite l'exercer avec ma propre philosophie. Ouais. Et en faire une entreprise qui est partie de rien et qui aujourd'hui prospère et, je l'espère, va continuer de prospérer, non seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est ce que j'espère le plus, sur le continent. Tu comptes Je compte digitaliser de plus en plus et proposer des solutions sur le continent. Mais pour ça, je dois encore travailler et encore travailler. Il n'y a que ça qui va me permettre d'y arriver. Donc, voilà ce que je dirais à la personne qui est derrière son écran. Ose trouver ton talent et le mettre en pratique. Avant de terminer, j'ai failli oublier de demander. Tu as créé Veilleur de médias, tu as formé des jeunes dans la veille média, avec les médias traditionnels, mais aussi les médias digitaux et tout. Tu as forcément de la concurrence depuis une dizaine d'années de profils ou d'entreprises qui le font. Quel est ton panorama ? Là, on va parler maintenant de panorama de ta veille en termes de concurrence dans ton secteur d'activité ici en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, je ne connais pas d'autres entreprises qui sont spécialisées sur la veille médiatique. D'ailleurs, en France, par exemple, elles ne sont que 2 entreprises. Donc, c'est un secteur de niche. C'est un secteur où si tu n'as pas d'expertise, c'est compliqué d'y aller. Et puis, c'est un secteur qui te demande d'avoir des solutions technologiques à très forte valeur ajoutée. Et c'est là où je suis, entre toi et moi, très fier d'avoir des solutions technologiques à très forte valeur ajoutée qui sont développées et maintenues depuis 10 ans. Parce que quand tu conçois ta petite application en 2014, faut qu'en 2026, 12 ans plus tard, elle tienne toujours la route, avec des bouts de code que tu as conçus en 2014 qui sont devenus obsolètes, avec des API qui sont devenus obsolètes. Donc, il faut maintenir cette plateforme et il faut la faire évoluer avec des nouvelles solutions, proposer à ton client des nouveautés. Il faut innover sans cesse. Et donc, le petit coût des 20-30 000 euros que tu mets dans ta solution techno et qui suffit au départ, nécessite que tu mettes 20-30 000 euros chaque année dans la maintenance et l'évolution de tes solutions. Minimum. Donc, et aujourd'hui, je vais même devoir consacrer une certaine partie de mon chiffre d'affaires à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Monter en compétence. C'est obligatoire. C'est nécessaire. Le week-end dernier, à travers la veille média, j'ai vu que les 4 géants américains allaient investir, donc allaient dépenser en 2026 un tiers de leur chiffre d'affaires.
un tiers du chiffre d'affaires de ces 4 entreprises représente 2,1% du PIB américain. Ouais. Ceci dans l'intelligence artificielle. Donc, si tu compares, historiquement, c'est l'arrivée du chemin de fer aux États-Unis, 5% du PIB. Les ordinateurs, quand ils arrivent, là, on est à 2,5% du PIB. La construction automobile, après la Première Guerre mondiale, on est à 3% du PIB américain. Ouais. Là, cette année, c'est 2,1%. Mais chaque année, ça va augmenter jusqu'en 2030. Donc, on parle de 10% du PIB américain en 2030 consacré à l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que ces gars, de l'autre côté de l'Atlantique, ils vont prendre non pas une longueur d'avance, mais des dizaines et des dizaines de longueurs d'avance. Si nous, on n'est pas capable d'avoir notre souveraineté sur ce domaine, ça va être catastrophique. On va dépendre toute notre vie de solutions technologiques qui ne dépendent pas de nous. Comme on l'a toujours été, on dépend toujours, on parle toujours de souveraineté numérique, mais on est encore quand même à des années-lumière. Donc, si moi, je ne dépense pas de l'argent dans l'intelligence artificielle, je ne vais pas m'en sortir. Ouais. Donc, je suis conscient dès aujourd'hui, tu vois, que j'ai des investissements importants à faire pour tout simplement survivre. Je parle de survie, hein. Ouais. Je ne parle pas d'avenir florissant. Ouais. Donc, mais il n'y a qu'en passant par là que, eh bien, on pourra franchir des étapes. Et ça fera partie de ton histoire de vie parce que, comme dans ton parcours, tu t'es toujours adapté. Tu as toujours su comprendre ton environnement pour en tirer le meilleur et t'adapter à chaque situation, même si elle paraissait difficile. Et tu as un tournant de ton parcours et tu sais où tu vas et tu sais ce que tu vas faire pour atteindre les prochains objectifs. En tout cas, moi, je suis très confiante pour toi parce que tu es quelqu'un de généreux, de résilient. Comme tu l'as dit, de fonceur, tu sais ce que tu veux. Tu es déterminé. Quand tu veux quelque chose, tu y vas. Tu ne lâches pas. Ah non, Fabrice, il lâche pas. Je confirme. Il sait ce qu'il veut. Donc, ton équipe, je pense qu'elle a la chance de t'avoir comme leader. Donc, veilleur des médias. Ils ont vraiment de la chance de t'avoir comme leader et d'apprendre auprès de toi cette compétence que beaucoup n'ont pas et qui est très prisée. Pouvoir faire de la veille de médias, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout avec les bons outils. Donc, chapeau à toi. Merci, Edith. Mon frère et mon futur vrai parent ivoirien, je l'espère. En tout cas, quand ça sera validé, pour moi, tu es d'ici. Parce que Merci, ton âme Edith. y est, ton cœur y est, et tu as réussi à te bâtir aussi ici. C'est un plaisir de te recevoir, de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ton parcours. C'est vrai que j'avais des bribes de choses et tout, mais il y a des choses que j'ai apprises et tout ça. Et ça fait plaisir de pouvoir découvrir des pans de personnalité qu'on ne peut pas soupçonner et qui expliquent la personne que tu es. En tout cas, la personne que chacun de mes invités représente au-delà de son parcours, en fait. Donc, merci à vous aussi d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que ce que vous avez appris de Fabrice Fiofré vous a inspiré. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas également à le retrouver sur ses réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, TikTok, non? Non, juste LinkedIn. LinkedIn, ok, d'accord. Sur LinkedIn, il est très présent. Vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'expertise et tout, de connaissances. Et bien sûr, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.